Hello, bienvenue dans cette nouvel épisode, dans ce nouvel épisode de Quoi d'autre. Voilà, c'est Gaël qui sait le faire. Attends, je règle nos micros. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ah oui, le tien, voilà. Et moi, je baisse un petit peu plus. Ouais. Salut tout le monde, ça fait plaisir de vous voir pour le petit rendez-vous du dimanche soir. C'était dimanche goûter, c'est devenu du dimanche soir. Ouais. C'est plus simple. Comme ça nous permet de profiter du dimanche aussi, de la journée. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça nous coupe en vrai dans l'élan. C'est-à-dire que t'es là, il est à peine 16h que tu te dis « Ah mince, il faut déjà commencer à se préparer pour le live, machin. » Donc du coup, ce sera peut-être plus le dimanche soir. Faut qu'on voit. Non, bah, c'est acté. De toute façon, on laisse pas le choix, là. Ce sera plus simple. Ouais. Le dimanche à 21h, tranquille, quand on a fini ce qu'on a à faire. Et c'est pareil pour vous, en vérité. Quand vous avez fini, pour celles et ceux qui ont des gamins, quand vous avez fini avec les enfants, quand vous avez fini... En vrai, c'est bien, dimanche soir, ça nous laisse le temps de faire des trucs dans la journée. Bah ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. Si vous êtes de sortie, si vous allez voir la famille, si vous êtes avec des potes, si vous voulez juste chiller aussi. Non, franchement, c'est bien. C'est bien. Donc, je plus sois cette décision. On la prend unanimement. Alors, attends, j'ai oublié de mettre le titre du stream. Qu'est-ce qu'on Ah oui, parce que c'est pas Dr H en Indonésie. Ouais, non, d'ailleurs, ça y est, il a décollé là, non? Je sais pas si justement je voulais lui envoyer un message. Je sais pas si c'était aujourd'hui ou demain. Non, il partait aujourd'hui et il arrivait demain. Il arrivera demain. Ouais, il arrive demain. On vous tient au courant. Quoi de Monte Cristo. On va vous mettre un peu tout ce dont on va parler. Spectacle. Je suis en train de faire le titrage. Et hop. Alors, on va commencer par quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah si, en vrai, je pense qu'on pourrait commencer avec Monsieur Aznavour. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, on débrief ? On débriefe. Bon, on l'a déjà fait, j'avoue, on va pas vous mentir. Normalement, on essaie de pas débriefer pour justement pouvoir débriefer en live et tout. Ouais. Mais là, c'était tellement Quand on est sorti du film, c'était tellement bien. Tellement envahi par plein d'émotions qu'il fallait qu'on débriefe tout de suite. On s'est senti obligé de débriefer. Ça aurait été compliqué d'attendre dimanche. Bah ouais, c'est ça, parce qu'on l'a vu mercredi, jeudi, le lendemain de la sortie. Et franchement, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans le chat. Est-ce que c'était aussi bien que La Môme ? Je me rappelle. Bah justement, on se posait la question parce qu'il y a Edith Piaf dans il y a Edith Piaf. Alors c'est pas Marion Cotillard, mais effectivement, il y a une Edith Piaf qui est très présente. Et est-ce que c'est aussi bien ? Je me rappelle plus, moi, de La Môme. Bah moi, je sais que ça m'avait beaucoup touchée, La Môme. Enfin, j'avais beaucoup aimé. Donc là, j'ai vraiment aimé aussi. Et je pense que on n'est pas loin. Après, j'ai peut-être plus un coup de cœur pour La Môme quand même, parce qu'il y a une sensibilité qui me touche plus, mais j'ai beaucoup aimé, Aznavour, Monsieur Aznavour. Franchement, déjà le jeu de Tahar Rahim, incroyable. Franchement, il a beaucoup été critiqué quand même. Dans le sens où il y en a beaucoup qui l'attendaient sur ce rôle-là. Pourquoi Tahar Rahim ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Oui. J'ai vu des critiques aussi de personnes qui le trouvaient pas au niveau, qui trouvaient qu'on voyait trop Tahar Rahim mais pas assez Aznavour. Bah franchement, quand tu vois... c'est ça. Mais c'est les gens qui ont peut-être fait ça, enfin qui ont regardé que la bande-annonce, quoi, tu vois. Non, je pense que c'est des personnes qui ont vu le film, mais pour eux, Tahar Rahim n'est pas au niveau. Alors moi, je trouve qu'il est carrément au niveau, et surtout, je trouve qu'il s'est préparé vraiment comme un acteur, comme un grand acteur, parce que... déjà en termes de gestuel, de comportement non verbal, de voix aussi, sa façon de poser les mots, sa façon d'avoir adopté le langage de l'époque, avec la manière de parler de l'époque, ça j'ai trouvé ça excellent. Et puis vraiment dans sa gestu, on le reconnaît pas. Enfin, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. C'est vraiment quelqu'un d'autre. Et puis même dans la transformation aussi, c'est assez subtil ce qu'ils ont fait. Tu sais, ils ont pas fait un truc grotesque. Ils ont vraiment fait genre, tu vois, la petite bouche comme ça, avec la lèvre avancée comme ça, machin. Plein de trucs, les sourcils, machin, c'était le nez et tout, mais c'était sans que ça fasse too much. Ça faisait pas too much, mais c'était suffisamment ce qu'il fallait pour le transformer. En fait, ça faisait vraiment transformation quand même, parce que on connaît Tahar Rahim tel qu'il est habituellement, et donc là, on sentait quand même la grosse transformation, mais franchement, ça gênait pas en fait, c'était pas gênant.
C'est très bien exécuté. Et on a appris que le gars avait pris 6 mois de cours de chant et de piano et que les scènes où il chante au piano dans le film, c'est vraiment lui. Ouais. Et ça, c'est bluffant. Ouais, ça, c'était ouf parce que vraiment, il chante très, très bien, quoi. Ouais, mais il a la même tessiture. Très ému par sa performance vocale, ouais. C'était vraiment ouf. Et la petite anecdote, c'est qu'en plus, il a continué de prendre des cours de chant pendant le film. Et résultat des courses, après les 3 mois de tournage du film, Grand Corps Malade et Mehdi Idir lui ont dit en fait, tu chantes encore mieux qu'au début du film. Du coup, il va falloir qu'on réenregistre toutes les chansons en studio parce que là, ça y est, tu le tiens, quoi. Ouais. Mais à la fin du film, il lui dit mais là, ça y est, ça y est, tu le tiens. Et donc, ils ont réenregistré. Non, mais c'est fou parce que quand même, il a fait quoi 6 mois de cours, on va dire intensif. Mais avant ça, il savait pas chanter, tu vois. Enfin, genre, comme tout le monde. Mais 6 mois de cours et là, il a une voix mais incroyable, quoi. Ouais, et puis en plus, c'est pas 6 mois de cours pour juste chanter juste avec sa voix. C'est qu'en plus, il a dû... c'est du mimétisme vocal. Ouais, l'interprétation d'Aznavour. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait copier sa voix. Ouais. Et c'est là qu'on pense tout de suite à Nicolas Canteloup. Pour ceux qui ont la ref. Voilà. Ceux qui ont vu le spectacle de Kevin. Là, tu te dis, bah non, les gars, il y a un problème. C'est faisable. Ouais, parce ce que mec est vraiment doué, ouais. Il est pas imitateur et comme quoi avec le travail. Non, mais vraiment très très fort. Franchement, mais moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa façon d'adopter la manière de parler de l'époque. Et j'ai quand même ressenti un décalage par rapport aux autres acteurs qui eux avaient une façon de parler un peu plus contemporaine, tu vois. Genre on sentait que on était moins baignés dans l'époque avec les autres acteurs. Par contre, Tahar, il nous plongeait vraiment dedans. Tu vois, avec ce truc là, ce grain, cette façon de parler comme les archives de Lina, tu vois. Ouais. C'est vraiment ce truc-là qu'on a retrouvé avec Tahar. C'est bien qu'il ait travaillé aussi ça. Et punaise, tenir ça en plus sur un long métrage. Et je trouve qu'aussi, on peut dire mention spéciale à celle qui a joué Edith Piaf. Ouais. Pareil, dans le phrasé et tout. Le vrai truc de Parisien de l'époque, quoi, tu vois. Des Parisiens d'en bas, tu vois. Moi, j'ai bien aimé ce truc-là avec Edith Piaf. On découvre une relation qu'ils ont, pas amoureuse, mais toxique, tu vois. Et d'ailleurs, même sur tout le film, ce que j'ai aimé chez Aznavour, c'est Monsieur Aznavour, c'est que on a ce côté du personnage. Ce côté sombre en fait, tu vois, c'est pas que les bons côtés de l'artiste qui sont mis en lumière, c'est vraiment toute sa facette sombre. Donc le fait que le mec il recherchait que la gloire, qu'il n'était pas du tout présent pour sa famille, qu'il a délaissé ses femmes, que même qu'il a délaissé ses femmes, cette relation toxique aussi qu'il a avec Edith Piaf, tu vois, que ça s'est bien mis en avant. Donc non, je trouve que c'est cool qu'ils aient montré ce côté-là, tu vois. Bah ouais, ça m'a fait penser à Clo-Clo. J'avais kiffé dans le film sur Claude François qu'ils aient montré ce côté qu'on connaissait pas, qui est complètement taré, du mec qui séquestre ses meufs. Tu vois, qui était... Et j'ai trouvé ça bien parce que ça fait partie du personnage aussi. Et après, moi, ce que j'ai aimé, c'était... de découvrir, parce que ça je savais pas à quel point en fait Aznavour il a été lancé grâce à Edith Piaf et le mec c'était son chauffeur, c'était un bête de pianiste, ça je savais pas non plus. C'est super vrai, bien et tout et que même ses parents ils avaient hébergé un des frères Manoukian. Oui, c'est ça, son enfance de fils de réfugié arménien. Ça, c'était beau à entrevoir aussi, à découvrir ce passif-là. Et tout cette période de guerre. Bon, après, ils n'ont pas poussé cette partie de l'histoire non plus énormément, parce que forcément, il fallait développer tout le reste de son parcours. Mais c'était cool. Sûr. Mais c'était cool de voir que ça s'est joué à peu lui aussi. Il y a eu des moments où c'était un peu chaud pour sa famille, quoi, tu vois. Et après aussi sur la musique, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que derrière chaque musique, en fait, il nous faisait découvrir une part de son histoire et derrière il mettait la musique qui correspondait à cette partie de son histoire. Donc on comprenait mieux pourquoi il avait écrit cette histoire. Par exemple, le clin d'œil sur la communauté LGBT. Avec je sais plus c'est quoi le titre de la chanson où dedans il dit qu'il est entre guillemets homosexuel, alors que c'est pas du tout le cas, mais c'est juste qu'il s'est mis dans la peau du personnage. Il s'est mis dans la peau du personnage suite à une rencontre qu'il avait faite dans un cabaret avec un transformiste et en fait chaque comme ils disent
Ouais, voilà, comme ils disent. Ouais, exactement, c'est ça. Et chaque chanson qu'on entend du coup dans le film est amenée de cette manière. C'est-à-dire qu'on découvre une part de son aventure, de son histoire, et ensuite la chanson qui va avec. Et comme c'était un grand écrivain, il écrivait beaucoup. Ouais, super auteur, il a écrit pour Edith Piaf aussi. Et c'est marrant parce que moi j'ai kiffé aussi comment ils ont réussi à placer dans le film une chanson de rap. Oui, ouais, ça c'était cool. Mais alors là, je me suis dit, c'est osé parce que ça n'a rien à voir avec le truc, mais ça passait trop bien. Parce qu'en fait, ils l'ont mis au moment où c'était la partie Success Story et tout, quand il était avec ses vestes en fourrure. Et puis, c'est un clin d'œil à l'influence d'Aznavour sur notre époque, tu vois, d'aujourd'hui, où maintenant, effectivement, plusieurs de ses titres, je crois. Je sais pas s'il y en a plusieurs. Moi, je crois qu'il y en a plusieurs qui ont été repris par des artistes hip-hop, tu vois. Alors, celui-ci, c'est le plus connu, mais après, les autres, je sais pas, mais c'est. Mais il y a grave moyen. En tout cas, ouais, ça, pour moi, Aznavour, c'est la musique à travers les samples. Ah bah tiens, tu vois, ouais. Arsenic, FF, Kerry James. Exactement, ouais, c'est ça. Aznavour a un énorme impact dans le rap. Ouais, bah voilà, bah tu vois, j'avais zappé. Arsenic, FF, faudrait que j'écoute Kerry James, tu vois. Ouais, il y en a plein. Mais on les a sans doute déjà entendus, mais je saurais pas te dire c'était lesquels. J'ai oublié de lancer l'enregistrement. Bon, c'est pas grave, je le récupérerai après. Oui, tu peux le récupérer. Ouais. Voilà. Mais ouais, non, franchement, c'était vraiment un beau film qui sait entrevoir un artiste, mais surtout sous toutes ses facettes. Donc, moi, j'ai bien aimé. Ouais, franchement, non, c'est un très très bon film, donc on recommande. Ouais, on recommande fort. On est encore d'accord sur ce film-là. Ouais, franchement, c'est cool. Il a pas fait un duo avec Kerry James? Ah, bah peut-être. Ah ouais? Ah, je sais pas. Peut-être, faut check. Ouais, je vais check. Kerry, parce que je crois il aimait beaucoup les rappeurs, Aznavour. Hein. Il avait toujours un petit mot pour dire que les rappeurs, c'était. Ah oui, si, tiens, regarde. Kerry James et Charles Aznavour en prime time sur France 2, trop bien. À Ils ont chanté quoi? Business. Ah oui. Okay. Faudra qu'on écoute ça. Ouais. Trop stylé. Trop stylé. Bah, merci, tu vois, on savait rap. En plus, Kerry James, on adore, donc franchement ça c'est trop stylé. On valide à fond le film. Grand monsieur ce Aznavour, ça c'est clair. Et grand monsieur ce Tahar Rahim aussi. Et Tahar Rahim, pour nous c'est sûr qu'il sera au César. Ouais, s'il n'est pas nommé au César, meilleur premier rôle, je comprends. Ah ouais, non, parce que là, je vois pas comment. Je pense que c'est sûr qu'il va être nommé, peut-être même aux côtés de, du coup, Pierre Ninet. Ah oui, parce qu'on pour rebondir sur la suite. Enfin, alors c'est vrai que là, le film, il n'est pas récent, vous allez me dire, parce qu'il est sorti cet été. Mais on l'a enfin vu, d'ailleurs, merci beaucoup à Tounsi. IPTV Master, on est ensemble. Ah, merci. Allez le voir. Ouais, c'est le meilleur service que j'ai jamais vu. Hein. J'ai dit à Ahmed, en fait, il n'y a pas Monte Cristo. Pim bam boum, il a dit, c'est bon, t'inquiète, on va le trouver. Et franchement, trop bien. Ouais. Trop bien. Ouais, Franchement, Cristo, en fait, ça a été réalisé comme un film hollywoodien, quoi, pour le coup. Ah, c'est un vrai blockbuster. C'était un truc en termes de photographie déjà, les couleurs, tout. Enfin, c'était incroyable. C'était vraiment très beau. Et puis alors Pierre Ninet. Tu vois, au début, je comprenais pas quand les gens m'avaient dit Pierre Ninet dans le film, il est incroyable, parce que quand on est au début du film, tu vois, en fait, il joue juste son rôle là de Edmond Dantès. Oui. Et je me dis, bon, bah oui, il le joue bien, mais il fait rien de spécial. Ouais, grave. Et après, là, quand il commence à camper tous les persos, je fais, ah, le bâtard. Franchement, il fait vraiment du grand jeu, pareil, d'acteur. C'est pour ça que je pense, et j'espère qu'il sera aux côtés de Tahar Rahim, tu vois, sur les nominations des Césars. Là, en plus, hein. Même moi, c'est dur. C'est très dur, mais vraiment des rôles de transformation de fou où tu le reconnais pas. Alors, le make-up aidant, bien sûr, parce qu'il a une vraie transformation physique due au make-up qu'on lui a fait. Mais dans l'attitude, le comportement, le phrasé, non mais trop fort. En plus, il a appris à parler roumain aussi. Ouais. J'ai vu ça. Roumain, là. Ouais, c'est roumain. D'accord, okay. Pour aussi du coup pouvoir pour son rôle, parce qu'il y a des passages en roumain et il le maîtrise très bien. Il a différentes attitudes à travers ses différents personnages. Incroyable. Moi, il m'a bluffé sur Lord Halifax. Ouais, moi aussi. Ah, la façon dont il l'accent anglais et tout. Non, franchement. Non, il est on sent même pas les 3 heures passées, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, alors je rebondis, il y a quelqu'un qui dit c'est pas Aznavour qui s'est fait refaire le nez pour paraître moins arménien, c'est Edith Piaf qui lui a payé l'opération d'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs ça montre en fait l'influence un peu
toxique aussi, oui, d'Edith Piaf sur Aznavour, parce que c'est elle qui lui dit ne te marie pas, quitte ta femme, refais-toi le nez, et il fait tout en fait, il l'écoute. Ouais, il l'écoute. Tu vois, donc c'est ouf. Moi, je pensais vraiment pas qu'ils avaient ce lien de relation, ce lien aussi, d'elle aussi influent sur lui, quoi. Donc ouais. Non, mais franchement, c'est. Alors attends, je vois, ça parle de cinéma. Je regarde pas le match, mais force à vous. Ah non, parce que t'as Besmet qui disait pareil, moi, hormis IMAX Dolby Atmos, salle 16 et 22 en salle Kinéopolis, l'homme, j'y vais plus, quitte à aller au cinéma moins souvent. Ah oui, d'accord. Tu sors vraiment que pour les grandes occasions. Non, nous, on a de la chance d'avoir un bon setup à la maison pour pouvoir regarder des films et les apprécier dans leur. Ah oui, grave. Dans leur intégralité, en termes de son, en termes d'ambiance et tout, parce que j'avoue que c'est pas des films que tu regardes sur ton ordinateur, un petit écran ou sur un ordi, ton MacBook, il y a des films, tu vois, c'est. Je pense sur une bonne télé ça va, tu vois, mais ou sur une bonne télé, mais faut qu'il y ait du bon son. En vrai, c'est faut que l'image, et que les couleurs elles soient fidèles aussi, parce que si elles sont pas fidèles, c'est compliqué. Enfin, c'est vrai que maintenant ça s'est bien démocratisé, les télé 4K. Donc normalement ça c'est pas trop dur à trouver, mais le son, parce que si c'est que le son de la télé, bon c'est qui tout double, soit faut que t'aies une ambiance sonore. Surtout sur les films comme Aznavour où t'as beaucoup de musique, du coup il y a un vrai travail qui est fait sur la musique, parce que ils ont envie, c'est un peu comme moi le film qui m'a le plus impressionné en termes de musique à voir, c'était NWA. C'était incroyable, les scènes de concert et tout. Non, mais en plus, je l'ai vu au cinéma, donc c'était pour ça. Mais franchement, t'avais vraiment l'impression d'être dans la salle de concert avec eux. C'était ouf. La première scène, là, où ils sont en train de chanter, non, mais c'est sur une scène, justement, de concert. C'est ouf. C'était vraiment immersif. Et donc, c'est d'autant plus important sur tous ces biopics musicaux d'avoir du bon son, je pense. Mais une bonne sono, quoi. Ouais, moi, ça alors, rien à voir, mais c'était le film. This Is It, là, du dernier concert de Michael Jackson qui n'a pas eu lieu, ou qui montre les répètes. Bah ça, j'avais pas regretté de l'avoir vu Châtelet-Léal, UGC. Je me rappelle plus. Je sais plus si je l'ai vu. Blindé sa mère. C'est-à-dire que ils avaient réintégré pour l'occasion, tu sais, les gens qui circulent dans les couloirs pour donner des pop-corn. Parce qu'il n'y a plus ça maintenant. Bah là, ils avaient réintégré ça parce qu'ils ne voulaient plus que les gens sortent de la salle, parce que comme tout le monde voulait être dans la salle et que les places elles étaient déjà vendues, ils avaient tout mis en place pour éviter que des gens s'incrustent. Donc quand tu sortais, tu devais monter ton ticket. Si tu allais aux toilettes, tu devais le montrer pour rentrer. C'était à ce point-là. Ouais, j'ai pas compris. Il y avait même un truc, j'ai pas compris. Et j'ai jamais vu une salle complète sortir à la fin des fins du générique, quand la lumière s'est allumée et que l'écran était tout blanc, quoi. On est resté, mais genre tous, jusqu'à la fin de la dernière ligne du générique. Il me semblait que je l'avais vu le film, mais pas au cinéma. Ah ouais, putain. Pourquoi c'était aussi impressionnant que ça? Non, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on était dans l'émotion du truc. Ah oui, d'accord. Donc de le voir, tu vois, ça faisait plaisir, parce que c'est ces dernières images. Ouais, c'est clair. Et en fait, tout le monde chantait les chansons, et à la fin de chaque chanson, tout le monde applaudissait. Et donc, en fait, il y avait ce truc où t'étais dans un concert, quoi. Mais c'est vrai que c'est émouvant, notamment, je fais du coup une passerelle sur la scène. Bon, ça n'a rien à voir comparativement, mais de Aznavour il y a un personnage clé du monde de la musique qui est décédé l'année dernière ou il y a 2 ans, bref, je sais plus exactement. Bah, je peux le dire ou pas? Ça spoil peut-être. Le personnage qu'on voit, l'artiste. Vas-y. Bon, attention, on spoil. C'est Gaël qui a spoilé si jamais vous êtes triste. On voit du coup Johnny, donc, étant jeune, parce que Aznavour lui a composé, je sais plus quelle chanson. Mais magnifique, hein. C'était quoi déjà la chanson? Je vais la retrouver, je vais vous dire. Et donc du coup, ce passage-là, effectivement, de voir Aznavour et Johnny ensemble autour d'un piano qui chante cette chanson qui est d'ailleurs très émouvante, bah c'est beau. Moi, ça m'a ému pendant le film. Alors même si c'est pas les vrais, tu vois. Il lui ressemble de ouf. Oui, et l'acteur incroyable, je sais pas qui c'est. J'ai regardé, je le connaissais pas. Il s'appelle un bail genre Timothée quelque chose, ou Jérémy Timothée, ou... Attends, moi te dire. Ouais, c'était Retiens la nuit, la chanson. Retiens. Rien à voir. Victor Metelet. 25 ans, 1m86 comme moi. Ah oui, j'ai déjà vu lui dans un film. 10 novembre 98, il est Scorpion, si vous voulez tout savoir. Donc il faut se méfier. C'est un peu toxique. Alors, il a fait quoi en fait? Mais j'ai déjà vu. Mais en Johnny, il passe trop en long bien. métrage, il a joué dans
Heureux gagnant. Ah ouais, oui, j'ai vu Heureux gagnant il n'y a pas longtemps. Barbac, j'ai pas vu. Milf. Ah, Milf, ouais, ok. Ouais, de Axel Lafont. Ça, j'ai vu. Pas vu tout ça, moi. Après, il a joué à la télé, tiens. Peut-être tu l'as vu à la télé. Je sais plus. Le jour de ma mort, Un père coupable. Ou dans des séries télévisées, peut-être. Emily in Paris. Il joue. Ah, bah ouais, tiens, mais j'ai c'est dit pas dans ça que Timothée j'ai au vu. pif. Son personnage s'appelle Timothée. Ah ouais. Clem, machin. Ok, d'accord. Bon, je sais plus où je l'ai vu, mais bon, ouais. En tout cas, il est très crédible. Très crédible. Ouais, clairement. D'ailleurs, ça donne envie de voir un biopic sur Johnny. Franchement, ouais. Je pense que ça peut être Ça serait ouf. Ça peut être un banger. Avec une DA de zinzin. C'est chiant. On parle comme les jeunes aussi. Une DA de zinzin. Donc voilà, pour les recommandations culturelles. Pour rester dans la culture, qu'est-ce qu'on a fait en sortie culturelle? Il y avait mon spectacle à Rennes. Ouais, en sortie culturelle. Une vraie sortie culturelle. Merci en aux apprend Cracks beaucoup. Qui sont venus parce qu'en plus parce que Gaëlle, nous en plus était en backup, elle nous a aidé pour accueillir les gens et prendre les derniers billets qui se vendaient sur place, et elle a pu rencontrer. J'ai rencontré un Cracks, mais j'ai complètement oublié de lui demander son prénom. Donc s'il est là, fais-moi signe comme ça. Merci d'être venu, c'était trop cool de te rencontrer en live. Franchement, merci. Non, c'était trop cool. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, ouais. Franchement, merci 1000 fois. Et puis, je pense que la plupart des Cracks, vous allez être là pour celles et ceux qui peuvent sur la date de Paris, parce que j'ai vu que sur le Discord, ça commençait à se mobiliser, tout ça. Donc, merci 1000 fois. Et évidemment qu'on sera tous là. Il y aura Mourad, Hamza, il sera pas là, malheureusement. Non. Mais il y aura Mourad, il y aura Gaël, évidemment. Mani, qu'on va emmener exceptionnellement avec une laisse. T'imagines le pauvre. Oh là là. Mais il sera là, en vrai. Il serait effrayé. Parce que dans l'intro du spectacle, j'ai placé un vrai son de Mani en plus que j'ai enregistré. Donc voilà, il y aura un peu de Mani. et puis voilà, là maintenant c'est à vous tous de faire passer le mot, parce que c'est une belle salle, la Renaissance, c'est 650 places. Ça va être places. Incroyable, c'est vraiment une belle salle. Ouais. C'est les beaux théâtres à l'ancienne, avec les balcons et tout, les dorures. Les fresques au plafond, non, c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment une très belle scène. En plus, finir en beauté, tout ça, avec tous les Cracks dans la salle. Non, ça va être cool. Ça va être cool. C'est juste avant les partiels, Ken Pachi, mais il n'y a pas de souci, Khalil, t'inquiète. Bon, malheureusement, ce sera la dernière. Je pense pas qu'on aura d'autres sauces si on arrive à partir en Guyane pour jouer. Oui. Ouais. Donc, si jamais. Au pire, rendez-vous en Guyane. Voilà. si c'est plus simple pour toi, Khalil, de venir en Guyane. Donc voilà, n'hésitez pas. Et oui, Julie, la Renaissance, c'est vraiment stylé. Donc je suis trop content de pouvoir jouer là-bas. Maintenant, il faut remplir cette fucking salle, parce que mine de rien, c'est grand sans être trop grand. Mais je veux dire, c'est pas un Olympia ou c'est pas machin, mais c'est pour moi un truc de ouf, parce que voilà quoi, c'est une grosse salle. Donc ça va être grandiose. Vraiment. Ouais, on va essayer de faire les choses en grand. Là déjà, depuis ce matin, je suis en train de travailler sur le spectacle pour faire des ajustements et mettre des choses. Donc voilà. Mais je voulais saluer un truc qui s'est passé pendant ton spectacle, juste après. Tu sais, c'était. Donc moi, j'étais à l'accueil en train d'encaisser les billets. Et donc, il y avait un groupe de jeunes qui venaient d'une association d'aide à l'insertion. Ils étaient accompagnés par un conseiller, quelqu'un qui gère toute l'insertion professionnelle auprès d'eux. Et donc, c'était des jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds dans un théâtre, une salle de spectacle pour voir que ce soit un stand-up ou une pièce de théâtre ou autre. Donc, ils sont arrivés avec des a priori. Et donc, au début, ils m'ont dit oui, c'est peut-être un peu long. Puis ils m'ont demandé combien de temps ça allait durer. J'ai eu à peu près 1h30. Ça va peut-être être un peu long, donc on verra quoi et tout, on sait pas, tu vois. Ils étaient vraiment pas sûrs de pouvoir rester assis pendant 1h30 entre 4 murs à regarder quelqu'un parler, tu vois. Et ce qui a été beau, donc c'est que évidemment ils sont restés jusqu'au bout, mais après donc ils t'ont attendu, alors qu'en plus on n'a pas été rapide, hein. On est sorti, on a mis du temps à sortir. Ils t'ont attendu les trois et ils étaient tous les trois très émus, dont un qui a dit qu'il avait failli pleurer, qui était vraiment personnellement touché par l'histoire que tu as racontée ce soir-là. Donc, c'était trop émouvant. Merci de raconter cette anecdote. C'est vrai que merci à eux d'être venus. Et j'étais trop content de me dire que j'ai pu être leur première expérience théâtrale, en espérant que ça va leur donner le pli et qu'ils vont aller voir plein d'autres pièces de théâtre. Je trouve ça tellement bien. Et puis en plus, mon spectacle est singulier, c'est pas juste un stand-up, c'est pas un stand-up d'ailleurs, c'est un seul en scène, donc c'est pas forcément le truc le plus accessible.
J'ai essayé de faire en sorte que ça le soit, mais trop cool qu'ils aient kiffé. Voilà. Ouais, elle me vend trop bien, j'ai de la chance. Meilleur agent du monde, franchement, elle déchire. Non, mais c'est trop beau. Moi, je trouve ça encore plus beau, quoi, de toucher l'âme des gens, tu vois. Et c'est ce que t'as fait, tu vois. Vraiment, il était au bord des larmes quand il t'a dit ça, donc c'était merveilleux. Non, franchement, j'avoue, ça c'est trop cool. C'est trop cool. Bah voilà, je répondais la bonne parole autour de vous. Hâte de vous voir le 26 novembre à Paris à 19h. Et aussi, je voulais parler par rapport à Rennes. On a un ami à nous qu'on avait rencontré sur le tournage qu'on avait fait. Cet été, hein, vous avez dû voir sur les stories là, le fameux moyen métrage dans lequel j'ai joué et Gaël aussi, et qui va sortir bientôt, j'espère, qui sera plutôt en festival, mais quand il y aura des projets à gauche à droite. Tout le monde me demande quand est-ce qu'il sort là. Dès que je croise quelqu'un que j'ai pas vu depuis un moment, et alors le court métrage c'est... Non mais donc j'espère vraiment, on a hâte de pouvoir le voir nous aussi. Et imaginez, c'est nul. Non, c'est pas possible. Arrête, non, impossible. Non, je serais tellement dégoûté. Regarde le dernier film du Binôme, le petit court-métrage qu'ils ont réalisé pour le Nikon. Comment il était incroyable, alors ils étaient 3 derrière les caméras. C'est vrai, ils sont trop forts. Là, nous, on était une équipe d'une quinzaine de personnes, avec des spots de fou. Franchement, non, ils sont vraiment trop forts pour que ce soit nul. Impossible. Et puis l'acteur principal est tellement fort aussi que... On parlait de Taharaïm et Kariné, mais c'est vrai que l'acteur principal... ouais, là on va être vraiment sur une performance digne des grands acteurs. Hein. C'est gentil, je vous laisse découvrir. Non, on fera pas de... Alors, s'il y aura peut-être une captation, mais c'est pas sûr. Hein. On verra. Et Mimomez, ouais, carrément, si t'as des dons d'assaut qui peuvent emmener des jeunes dans le même cas, avec grand plaisir, si on peut leur faire un tarif accessible et tout, faire vraiment, un tarif en plus, la Renaissance a l'habitude de faire ça. Oui, donc, moi je trouve ça trop important parce qu'en plus c'est un spectacle qui parle beaucoup de l'histoire de France sous un autre angle. En plus de ton histoire. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait ce jeune-là avait les larmes aux yeux quand il en a parlé, parce que ça l'a touché personnellement dans sa propre histoire en fait. Et du coup, je pense que les jeunes ont très peu accès justement à l'histoire, à l'histoire de France, à l'entièreté de l'histoire, et notamment les jeunes qui sont issus de quartiers prioritaires, les jeunes qui sont en situation d'exclusion, qui ont encore moins l'accès à tout ça, parce que l'égalité des chances, elle n'existe pas en fait dans plein de domaines. Donc les associations, elles sont là pour ça. Tous les partenaires associatifs sont là pour ça, pour permettre l'accès à la culture à ces jeunes-là. Donc moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle. Et, c'est son dada, il s'y connaît donc, du coup, vraiment, si vous avez des assos qui veulent venir au spectacle... Effectivement, bien sûr, il y a quand même une logique de rentabilité, donc on ne peut pas faire des billets gratuits pour cette date-là, je ne pense pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais voilà, en tout cas, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire, mais c'est trop important. Non, par contre, le théâtre de la Renaissance, ils sont vraiment bien parce qu'ils sont très, très, très au fait, très à l'écoute de tout ce qui est lié à l'insertion. Tu vois, par exemple, ils permettent à des jeunes... de pouvoir découvrir les métiers du théâtre pour pouvoir ensuite les prendre en alternant, les former et puis potentiellement les engager. Ouais, ça, c'est cool. Tu vois, ils sont à fond dans ça. On a fait dans la pièce Passeport, on a fait carrément des comment ça s'appelle, des représentations uniquement pour les associations. Oui, c'est vrai. Pour la journée mondiale des réfugiés, on avait fait une représentation de Passeport spécialement pour ça. Et donc et oui, Mimomez, c'est vrai que Mimomez, c'est marrant parce qu'il a fait de l'événementiel sportif et de l'insertion pro et tout, et donc en fait je crois que c'est drôle. Mais en fait Gaël, dis-nous ton parcours un peu, parce que j'avoue les gens ils connaissent pas forcément. T'as commencé j'ai commencé déjà quand t'étais au lycée. Oui. T'étais au lycée, alors je sais que t'as beaucoup bourlingué durant ton enfance, t'as fait pas mal de déplacements. Ouais. De déménagement avec les parents, avec les parents. Au lycée, t'en as fait plusieurs des lycées aussi, ou t'as réussi à faire toute ta J'ai fait tout ton lycée dans un seul? 3 lycées, je crois. Ah ouais, 3 lycées quand même. Ouais. Le dernier, c'était à Val-de-Fontenay. Non, à Vincennes. Le dernier, c'était à Maison-Alfort. À Maison-Alfort. Ouais. Et à ce moment-là, la petite Gaëlle Canning-Cagnan. Comment ça avec tes interviews là? Non, c'est pas une interview. De quoi? Qu'est-ce qu'elle rêvait? De quoi? Moi, je rêvais d'être chanteuse. D'accord. Voilà. Et t'as toujours eu ce truc de la musique et du chant? Ouais, toujours. Et après le bac, est-ce que t'as fait ton bac? C'était ton bac Oui, alors j'ai fait un bac professionnel service, donc c'était à l'époque pour les métiers de l'accueil.
hôtesse d'accueil, tout simplement. Pourquoi tu avais choisi ça, tu sais? Par défaut, parce que déjà, je ne savais pas quoi faire. Je voulais travailler dans le tourisme, mais là où j'étais, parce que du coup, on habitait assez loin pendant une période avec ma mère et ma petite sœur, donc du coup, il n'y avait pas d'autres... Enfin, j'avais pas accès à ce BTS-là, le BTS tourisme. Donc du coup, j'ai dû m'orienter... en fait, j'avais le choix entre vente, accueil et je sais plus quoi, compta, je crois. Enfin... Bref, mais c'est marrant parce que c'est un schéma qui se reproduit encore pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que bénévolement, quand je peux, j'accompagne des jeunes de 3e, de 4e ou de lycée, et tu vois que c'est les mêmes schémas en fait, qu'on leur vend en termes d'orientation scolaire. Donc soit, en gros, c'est soit, surtout sur les lycées professionnels, bah oui, soit ça, soit sinon on leur dit il faut être avocat ou médecin, ou voilà, c'est tout. Tu vois. Et toi, donc du coup, après ton bac, t'as fait des études supérieures? Non. Non? Et non. Je fais semblant, évidemment, je connais ce parcours. Mais... je te jure. Non, je ne pouvais pas faire d'études supérieures parce que j'ai dû travailler très vite au vu de ma situation personnelle. Et donc, il a fallu très vite que je puisse me loger, donc avoir un salaire de temps plein, quoi. Donc, j'ai travaillé très vite. Et tu as bossé dans quoi? Et du coup, au début, j'ai commencé en tant que hôtesse d'accueil dans différentes entreprises, en tant que réceptionniste à l'hôtel Mercure, enfin voilà, assistante de caisse chez Darty, enfin des choses comme ça. Et puis après, je suis rentrée dans une boîte où j'ai eu l'opportunité d'évoluer, en fait. Je suis rentrée chez Pizza Hut, au siège de Pizza Hut. Tu étais à l'accueil? Et j'étais à l'accueil. Et même si j'avais pas pu poursuivre mes études, j'avais quand même à cœur de pouvoir... dans mon quotidien, tout ce que je fais, j'essaie de le faire, de donner mon max et de toujours aller au fond des choses et voilà, donner mon maximum. Donc, j'avais à cœur de faire du travail bien fait, tout simplement. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que... Pour moi, la vie, c'est vraiment une question de rencontre, parce que du coup, la personne que j'ai rencontrée à ce moment-là qui m'a permis d'évoluer, c'est ma responsable du moment, enfin de ce moment-là. Elle a vu en toi que... Ouais, elle a vu Leïla Raouki. Je fais un bisou si elle regarde l'épisode. Ouais, normal, il faut. Et c'est elle qui m'a donné ma première chance. Donc, du coup, elle m'a permis d'évoluer en passant assistante des services généraux, puis office manager, puis après ça, grâce à ça, donc dans la même boîte, on m'a permis d'évoluer sur le poste d'assistante RH et de charger des ressources humaines. Donc, on m'a formée, machin et tout. C'est des postes de bac plus 3, ça? Ouais, au moins, ouais. Chargé RH, ouais. Surtout qu'en plus, j'étais en autonomie au bout d'un moment sur la fonction RH pour gérer 300 salariés. Parce que la personne qui était avec moi, elle est partie. Donc, donc ça m'a fait vraiment grandir d'un coup. Et après ça, du coup, je me suis orientée vers l'aide à l'insertion professionnelle des jeunes de quartiers prioritaires et vers la lutte contre les exclusions. Donc, j'avais besoin de trouver aussi un peu plus de sens. Au sein de Pizza Hut? Non, après Pizza Hut. Et qu'est-ce qui a fait que tu es orientée vers ça? Du coup, justement, j'avais besoin de trouver plus de sens à mes missions au quotidien. Que juste de la gestion humaine. Que juste vendre des pizzas et faire du business, en fait. Tu vois. Donc, du coup... Même si toi, tu n'étais pas... dans la partie commerciale, tu gérais plus les gens qui s'occupaient de vendre. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, en tout cas, j'avais besoin de donner plus de sens à ce que je faisais. C'était un CDI que tu avais en plus? C'était un CDI. J'ai pas quitté. Enfin, oui, je suis partie, mais sur rupture conventionnelle. Parce que j'ai subi du harcèlement de par ma nouvelle responsable à ce moment-là. Leïla, elle était partie, elle a laissé. Du coup, ma responsable directe, c'était la DRH. Enfin, c'était plus Leïla à ce moment-là. Et elle... c'est une nouvelle, parce que comme je t'ai dit, j'étais en RH en autonomie pendant un certain nombre pendant presque une année, tu vois. Et donc, du coup, tu as une nouvelle DRH qui a été recrutée. Et quand elle est arrivée, gros harcèlement. Et du coup, voilà, donc je suis partie. Et franchement, j'allais au travail en pleurs. Enfin, j'avais la boule au ventre et tout. Enfin, c'était vraiment... Ça me fait penser à ce que... Ouais. Hier, Jessica, on était en famille hier avec la famille Gaëlle et il y avait une des cousines qui nous racontait justement ce qu'elle avait eu quand elle était en alternance. Et il y a des gens qui sont horribles, odieux, et en plus, on les préserve, tu vois. Ouais, c'est ça. On n'ose pas, on dit ouais, mais non, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. En plus, alors que, du coup, tu vois la situation qui devait avoir honte, pardon, voilà. Non, je t'en prie. Mais en plus, la situation de Jess, qu'elle nous a raconté hier, donc où elle subissait beaucoup de pression par son responsable, et que... à son niveau, elle se sentait capable de rien dire et de rien oser dire ou faire. Je comprends, parce que moi, j'ai été dans cette situation, et quand t'es jeune, en fait, j'avais à peu près son âge quand j'étais chez Pizza Hut, et que du coup, cette DRH m'a fait la misère.
t'es jeune, tu sais pas comment réagir. Tu sais pas comment réagir, en fait. Et, tu sais pas vers qui te tourner. T'as peur, tu te dis, en fait, en plus, surtout, moi, je voulais que faire bien mon travail. J'étais à fond dans ce que je faisais. Donc, pour moi, le fait d'avoir quelqu'un qui me rabaisse, qui me descende plus bas que terre, etc., c'était dur, je savais pas. Et je voulais surtout me faire petite, tu vois, et faire en sorte que ça se passe bien. Donc, du coup, et donc, t'as quitté grâce avec une rupture conventionnelle, ce qui te permet de pouvoir, en plus, dans la transition, avoir des allocations au chômage et pas te retrouver en galère, quoi. Parce que ça, c'est un truc, franchement, les boîtes, elles veulent pas lâcher là-dessus, donc c'est cool que tu aies pu le faire. Alors, je vais vous expliquer un truc de RH de pourquoi les boîtes, elles veulent pas accorder de rupture conventionnelle à n'importe qui. Une boîte alors ça dépend, il y a des boîtes quand même qui vont se dire, voilà, si un salarié est méritant, allez, je lui donne un chèque pour qu'il parte s'il a envie de partir. Mais ça, c'est pas... dans la majorité des boîtes, si l'employeur accepte une rupture conventionnelle, c'est parce qu'il a un intérêt à faire partir la personne. Donc, c'est parce qu'il y a un contentieux qui est en vue, tu vois. Qui pourrait porter préjudice à la boîte. À la boîte, voilà. Mais sinon, jamais quelqu'un va payer... un employeur va payer un salarié pour partir, tu vois. Ils vont lui dire, t'as envie de partir, tu pars, tu vois. Tu démissionnes. Voilà. Mais en revanche, si on vous accepte facilement une rupture conventionnelle, donc ce qui a été le cas à ce moment-là pour moi aussi, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il vaut mieux, en fait, que payer la personne pour qu'elle ferme sa bouche. Parce qu'ils savaient qu'elle était problématique, alors, la responsable. Ils savaient surtout comment ça se passait et que, du coup... Ils savaient que ça pouvait partir en prud'homme. Moi, j'étais toute jeune et tout, donc j'aurais jamais osé, tu vois, à l'époque, de partir sur un contentieux envers eux, tu vois, mais bien sûr que s'il suffisait juste de... Enfin, franchement, il suffisait de sortir des mails, tout ce que tu veux, tu vois. Il y avait beaucoup d'éléments pour pouvoir prouver ça, quoi. Il y a Sam qui dit, quand tu as plus d'expérience, tu poses des droits de retrait ou tu promènes ton pit devant chez la dite RH. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors, les prud'hommes, en plus, entre parenthèses, mais il faut du cardio parce que selon les situations, il y a des situations où tu peux te le permettre parce que ça va durer 2 ans, 3 ans. Mais il y en a d'autres où tu peux pas forcément te le permettre et t'es un peu pris en otage. Parce qu'il faut savoir que les boîtes, quand on est au prud'homme, c'est des avocats qui sont payés par l'entreprise. Donc, et puis c'est même pas eux qui vont s'y rendre et tout. Enfin, eux, ça y est, c'est un sujet à côté, quoi. Tu vois, ils ont d'autres chats à fouetter. Alors que toi, c'est ta life, quoi. Toi, c'est ta live, tu passes des années dessus, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Eux, ils se disent, bon, allez, potentiellement, ça va être quoi, une enveloppe de 50 000 euros. Au vu de ce qu'ils risquent, allez, ils mettent le budget, tu vois. Donc, mais toi, c'est 3 à 5 ans de ta life où tu vas te battre, où ça va entacher ton moral. C'est ultra nuisible pour la santé, tu vois, de subir ça. Donc après, tu as rejoint l'insertion professionnelle. Oui, l'aide à l'insertion professionnelle des jeunes de quartiers prioritaires. Tu te bossais pour la fonction publique? Là, non, pas du tout. C'était, c'est une association privée. La fondation Agir contre l'exclusion, du coup. Et une autre asso qui n'existe plus aujourd'hui, qui a changé de nom et de propriétaire. Mais voilà, qui œuvrait du coup sur le territoire essonien pour aider les jeunes à accéder à l'autonomie, à la formation, à l'emploi et aussi surtout à la socialisation, leur permettre de se raccrocher à la société. Pour ceux qui étaient en complète rupture avec la société, qui avaient potentiellement aussi des problèmes de comportement. Et on aidait aussi les jeunes incarcérés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans le cadre d'aménagement de peine. Tu es déjà allé là-bas? Non, moi non, par contre, je suis pas... Mais il y en a de l'asso qui... Oui, bien sûr. On avait une cellule là-bas, tu vois. Une cellule... Pas une cellule... une cellule... une permanence, quoi. Oui, une permanence. On avait nos incarcérés, voilà. T'es resté combien de temps Alors là-bas, je suis restée 7 ans, je crois. Ah ouais? C'est l'une de mes plus grosses expériences. Et après, t'es partie? Et après, donc, je suis partie chez JD Sport. JD Sport, où j'ai commencé en tant que chargée de recrutement. Et on t'a chassé, en fait, pour aller chez JD Sport? C'est eux qui t'ont... Non. Alors, c'est vrai que le management était très compliqué. On est sur du management un peu mentalité fonction publique. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais j'ai l'impression, tu vois, c'est du management très à l'ancienne. Tu parles de quoi, là, l'asso L'asso, ouais. C'est du management très à l'ancienne. T'es obligé de vous voir... Enfin, non, c'était vraiment du management. C'était obligé de vous voir le directeur. Enfin,
Enfin, alors que c'était une asso presque à taille humaine, tu vois. Enfin, c'est ça, et qui a une mission ultra humaine, donc c'est étonnant. Ils étaient très durs, ouais, sur l'accord des congés. Enfin, tout était très dur, tout était très compliqué. Et moi, je faisais tout parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'aime faire bien mon travail et je fais toujours beaucoup plus. Donc du coup, t'as des gens qui en profitent aussi beaucoup. Donc moi, j'étais épuisée de tout faire, tu vois. Donc voilà, je faisais de l'événement sportif, je montais des projets pour les jeunes, pour aussi les publics exclus en dehors des jeunes, tu vois, les personnes en situation de handicap, etc. Je faisais la RH, enfin, je faisais les payes, je faisais tout, tu vois. Donc, du coup, c'était très épuisant. Et donc, voilà. Donc, après, j'ai atterri chez JD Sport en tant que chargée de recrutement dans un premier temps. Puis, j'ai très vite évolué sur le poste de responsable recrutement et responsable de la marque employeur. Et puis ensuite, sur le poste de responsable, alors ils appelaient ça People Experience Manager. Donc, responsable de l'expérience. Donc, ça inclut l'événementiel, la culture d'entreprise, la RSE aussi, la responsabilité sociétale de l'entreprise, et puis tout ça, quoi. Enfin, la communication, évidemment. Et c'est après que tu as, en parallèle, que tu as commencé à monter ton agence. Oui, en parallèle, j'avais déjà lancé One Day dans un premier temps. Et ensuite Day One. Ouais, c'est ça. Et ensuite Day One. Voilà. Et qui est aujourd'hui, donc... Et aujourd'hui, oui. Alors, j'ai commencé Day One en accompagnant notamment des athlètes de haut niveau dans le foot US sur leur management sportif. Et puis, du coup, ça a évolué. Et aujourd'hui, Day One, c'est une agence créative qui fait beaucoup de choses, dont de la réalisation, la production de contenu vidéo, etc., photos, enfin tout l'aspect communication, marketing 360, et puis dans l'environnement sportif et artistique surtout, mais aussi pour des marques qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Et voilà, comme ça vous avez le background. C'était un peu long, désolé. Non, mais tu vois, fort pour le parcours, bravo pour la résilience, respect. Merci beaucoup. Et comme ça, et pour la petite histoire, il y a un an, Gaëlle ne savait pas ce que c'était qu'une ATEM, ni une roadcaster, ni même OBS ou les streams, etc. Elle connaissait ça de loin. Et aujourd'hui, et elle a tout appris toute seule. Et aujourd'hui, elle réalise les CKR et elle fait tous ses contenus. Enfin, c'est un truc de fou comment elle a évolué en si peu de temps. J'ai jamais vu quelqu'un qui apprenait aussi vite, qui se tapait des déterres. Bah oui, allez la follow sur LinkedIn. Merci. Ah, mais c'est vrai. Oui, avec plaisir. Et franchement, donc grand respect pour le parcours, parce qu'on aime beaucoup les gens qui se donnent à fond et qui n'ont pas peur de se dire ouais, c'est pas pour moi. Bah non, Gaëlle, elle est pas comme ça. Merci. GG. Bah ouais, j'ai une pluie de GG avant. Et donc ouais, non, franchement, voilà, comme ça vous en savez un peu plus sur Gaëlle, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé un peu mais c'est quoi le parcours de Gaëlle, etc. et tout. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, parce que tu vois, j'en parlais avec Mimo Mez aussi, qui lui est dans l'événement et dans la réinsertion et dans l'événement ciel sportif à la base, mais en fait le milieu, il m'expliquait qu'il était un peu compliqué, on va dire, dans tout ce qui est événementiel sportif, etc. Et que après, voilà, il a changé de. Il nous aura. Tu nous en parleras. Ouais, ouais, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien connaître ton parcours. C'est con parce qu'il habitait pas loin de la maison en plus, lui. Mais là, il a déménagé. On aurait pu le voir. En Ile-de-France ? Ouais, il est toujours en Ile-de-France, ouais. Voilà. Bon. On aura l'occasion. Moi, j'ai pu le voir pour la première fois en vrai quand il était venu voir Passport, dis-toi. Ah, ok. Ah, c'est fait un follower de plus pour Day One. Bah, ça fait plaisir. Merci. C'est trop gentil. On va reprendre un peu le fil du quoi d'autre. Toi, t'avais des trucs en particulier que tu voulais aborder comme sujet, parce que moi, j'ai un truc. Moi, je vais pas noter grande chose, parce que tu m'avais dit que toi, t'avais. Ouais, non, mais c'est. Ah oui, la petite. Pour revenir et pour conclure sur cette date de Rennes, on parle d'associatif, d'insertion professionnelle, d'inclusivité. On a notre ami Gérard Lefort qui jouait justement avec nous dans le fameux moyen métrage qu'on a hâte de vous présenter, qui est en fauteuil roulant depuis ses 47 ans. Il en a 68 aujourd'hui. Donc ça fait plus de 20 ans. Ouais. Et j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi positif. Et en fait, c'est quand on traîne avec quelqu'un qui est en fauteuil qu'on se rend compte qu'au quotidien,
la moindre petite marche ou petit dénivelé, c'est un enfer. Et il est venu, il habite à Angers, il est venu jusqu'à Rennes pour venir voir le spectacle. Ouais, parce que il est trop gentil, merci encore Gérard, parce qu'il y avait un accès PMR et il aurait aimé venir à Paris, mais le problème c'est qu'à Paris au théâtre de la Renaissance, et pour celles et ceux qui sont venus, je dois être dans le chat, vous avez vu, il n'y a pas un théâtre où tu as le plus de marches au monde que la Renaissance. Tu montes, tu descends, tout est sur escalier, voilà. Merci beaucoup Roxd, ça fait plaisir. Et donc il est venu jusque là-bas et ça nous a fait trop plaisir, mais voilà, c'était juste pour dire que même tu vois, par exemple, on avait des potes qui étaient venus aussi à Rennes pour voir le spectacle et qui on s'est dit vas-y, on va tous boire un verre dans un bar à côté. Il était à 500 mètres et donc nous, comme on est reparti à l'hôtel poser des affaires, on les a laissés avec Gérard pour commencer à aller là-bas. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils nous ont dit, nos potes, que même là, pour les 500 mètres à faire, ils se sont rendus compte de la difficulté parce que d'un coup, ils ont pensé à tous les trucs. Ils ont fait ah merde, là, ce trottoir, il y a pas de bateau pour machin. Ah merde, il y a un nid de poule. Ah merde, et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment pas. Il suffit même, tu sais, des fois, c'est les poubelles, que les gens mettent sur le trottoir. Enfin, des fois, ça encombre tout l'espace du trottoir, donc tu peux même pas passer. Donc c'est des trucs. Où tu te dis une personne qui est à mobilité réduite, tout simplement, ne peut pas être complètement autonome dans la rue, dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ça qui est triste. Mais en plus, si je puis dire, moi, quand j'ai eu mon entorse, c'est que j'étais en béquille. C'est là que je me suis rendu compte que les transports, c'était un enfer. Qu'il y avait des marches partout, qu'il y avait plein d'endroits où il n'y avait pas les transports parisiens, pas d'ascenseur. Donc, et les JO, ça n'a pas fait non plus. Le problème, c'est que le réseau ferroviaire de Paris, il est très vieux, tu vois. Donc, tout ce qui est historique, même le théâtre de la Renaissance, c'est un bâtiment historique. Donc, forcément, avant, il n'y avait pas d'accès PMR. Donc, je pense que ça demanderait beaucoup de moyens de pouvoir tout refaire, c'est sûr. Non, mais après, tu vois, station par station. C'est clair. Je sais pas, je me demande si c'est un projet, j'espère. Et quand tu vois que Barnier, il avait oublié de nommer un secrétaire d'État à l'inclusivité aux personnes à mobilité réduite. Oui, sur le handicap, Donc tu te dis, en vrai. Tu te dis que c'est pas du tout une priorité. Ils font en fait des faux. 13 stations sont adaptées au PMR. Ouais, non, mais c'est clair, ça m'étonne pas. 13, mais attends, on est sur combien ? En fait, ils font une espèce de faux semblant en obligeant, par contre, les entreprises, et ça, je parle vraiment en connaissance de cause puisque j'étais responsable recrutement, en obligeant du coup les entreprises à embaucher un minimum de personnes en situation de handicap, donc ce qui est très bien. Mais sinon, si tu le fais pas, donc tu as une taxe que tu dois payer à la fin de l'année. Mais tu vois, tu as l'impression que donc c'est très bien d'encourager les entreprises à faire ça, mais par contre, faudrait aussi que l'État mette plus de moyens sur des choses très simples, donc sur tout l'urbanisme, comme là on en parlait. Donc c'est pas normal qu'une personne en fauteuil roulant ne puisse pas se promener tout seul dans les rues de Rennes, tu vois. C'est incroyable quand même. Alors, juste pour info, c'est 13 stations adaptées au PMR sur 303. Il me précise, Sabrina, merci beaucoup. Pour les théâtres, de manière purement capitaliste, accès PMR, ça coûte de la thune, mais en rentabilité, plus tu es inclusif, plus tu gagnes. J'ai pas d'autres arguments. Ah oui, mais pas en rentabilité, oui. Oui, bien sûr. Et plus ils sont inclusifs, et plus, bien sûr, ils vont pouvoir accueillir d'autres publics, quoi, tu vois. Donc oui, c'est... Écoute, moi, si jamais... Mais c'est triste, oui, parce que du coup, Gérard, il aimerait trop venir voir ton spectacle, Passeport, mais il peut pas, quoi. Donc, et même en tournée, comme... du coup, il va pas partout. Il va se déplacer, je sais plus où. Et alors, attends, ce qui est dommage, c'est que du coup, en tournée, vous serez pas partout. Donc il pourra pas, il va devoir se déplacer vraiment loin pour venir te voir, mais vous n'êtes pas partout. Pourquoi ? Parce que des mairies ont refusé Passeport dans leur ville. Enfin, franchement, c'est grave quand même, tu vois. Ça c'est
Merci Mourad pour le petit message. Pour mon spectacle. Mais yes. Ça c'est abusé. Il y a des mairies qui ont refusé passeport. Hein, pour celles et ceux qui n'y sont pas encore allés, c'est une pièce qui parle d'immigration et du parcours des migrants qui arrivent en France, comme un peu l'histoire de Souleymane, là, le film. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, si c'est l'histoire. L'histoire de Souleymane, moi, je crois que c'est ça, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on a hâte de voir. Tounsi, si tu nous entends, on a hâte de voir ce film. Mais ouais, en fait, au début, les mairies ont dit oui parce que Alexis Michalik. Puis après, quand ils ont reçu le descriptif du spectacle, ouais, non, je suis pas sûr que ça va parler. Non, pas Marseille, mais j'ai une date dans le 13, mais c'est peut-être pas à côté. Hein. Je vous ressortirai les dates, on fera le petit truc. D'ailleurs, en parlant de dates, je peux vous faire le petit topo des sorties. Si, je sais pas, franchement, je sais pas ce que ça vaut. Hein. C'est les sorties qui sont attendues là pour Netflix, tu sais, ils aiment bien faire un petit calendrier. Putain, je peux pas zoomer. Je peux pas zoomer sur une dessus note. Et il n'y a pas de truc pour agrandir. Ah bah, voilà. Bien, ouais, on va faire ça comme ça. Alors, en novembre, il y aura pour celles et ceux qui n'ont pas vu Yannick avec Raphaël Quenard, très très bien, de Quentin Dupieux, qui va sortir sur la plateforme le 2 novembre. Ce film, il dure 1h05, je crois. Hein. Ouais. C'est la première fois que je vois un film au cinéma. On l'avait vu au cinéma ? Non, je crois pas. Non, on l'avait vu ici, je crois. Ah, ok. Il dure 1h05, mais en vrai, c'est il est vraiment bien. C'est cool. Ouais. C'est bien écrit, c'est un huis clos. Moi, j'ai kiffé. Quenard, il est très bon dedans. Après, c'est vrai que, comme je disais à Gaël, j'ai un peu plus de mal maintenant à le voir dans des films où, en fait, les réalisateurs écrivent pour Raphaël Quenard, des répliques à la Raphaël Quenard, longues, avec des mots alambiqués, etc. Parce qu'ils veulent qu'il fasse du Quenard. En fait, dans tous ses rôles, c'est le même. Enfin, dans tous les films où il a joué, c'est le même personnage. Il est comme en interview, quoi. Ouais, c'est ça, c'est lui. Donc ça, c'est un peu relou, alors qu'au début de sa carrière, il faisait des trucs ultra différents, et c'est pour ça que je kiffe aussi. Pour celles et ceux qui avaient vu Family Business, par exemple, il avait été incroyable dedans. Pour celles et ceux qui avaient vu... Ah tiens, je l'ai vu faire un béquet dans En Place, la série, sur Netflix. À un moment, ils vont en Martinique et lui, il joue un béquet. Ah ouais? Donc, c'est marrant. Il place genre une petite phrase en créole à un moment et tout. Mais du coup, il a un autre comportement et tout, ou un autre phrasé? Ça allait, ouais. Ouais, je trouvais que là, regarde juste ça. On l'avait vu dans un film aussi, là, avec celui qui joue le CRS, là, dans Anthony Athéna. Bajon. C'était Les Chiens de la Casse. Ouais, Chien de la Casse aussi. Il était en Raphaël Quenard, oui, bien sûr. Mais c'était pas mal. En fait, le rôle était intéressant parce que du coup, il cassait le préjugé du mec qui vient de province, famille moyenne classe, et qui parle comme un cassos, parce que le mec, il adore lire, et en même temps, c'est un peu une Kaira. Il y a un film avec Just Riyad qui va sortir GT Max le 20 novembre. Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. J'avoue, là, on veut pas être... Et moi, il y a L'Impératrice, saison 2, qui sort. Donc, clin d'œil à ceux qui aiment la série à l'ancienne Sissi l'Impératrice. C'est ça, en fait. Tu connais, d'accord. Ça, ou pas de nom, ouais, mais j'ai pas regardé. Mais d'accord, ça va être là, ok. Moi, je regardais par la force des choses, parce que je crois que c'était mes tatis qui regardaient ça, et quand j'étais avec elle, du coup, je regardais. Un peu comme les Dallas et tout. C'est ce truc. Sissi l'Impératrice, c'est pareil. J'ai bugué, là, j'ai vu Outlander, je me suis dit quoi? Mais en fait, non, c'est Outlander, pas Outlast. Ouais. Non, parce qu'avec Gaël, on a une passion, c'est Outlast sur Netflix, si vous n'avez pas vu. Si vous êtes fan de Koh-Lanta, c'est mieux. Ah ouais. Alors, vraiment, mais... Rien à voir. Pas besoin de faire des épreuves. Surtout la saison 2. Ouais. C'était la saison 2 la mieux. Pas besoin d'épreuves de ci, de machin. C'est juste de la survie et c'est tout. Et franchement, non. Ouais, franchement, j'ai kiffé. Vraie survie, quoi. Dans des conditions extrêmes. Il y aura le combat avec le boxeur youtubeur Jake Paul versus Mike Tyson, qui sera en direct le 16 novembre sur Netflix. Et alors, et c'est marrant parce que Jake Paul, il s'est spécialisé. Alors, à base, c'est un youtubeur et avec son frère Logan Paul et tout, machin. Et Love is Blind à Bibi, on n'a pas réussi à s'y mettre. Mais tout le monde nous dit que c'est marrant. Moi, ça m'attirait pas plus que ça. Par contre, Love is Blind de base, j'aime beaucoup. Regarde. Ouais, là, je suis en train de regarder USA. Mais à Bibi, à voir. Donc là, Jake Paul et Logan Paul, donc deux frères youtubeurs. Et Jake Paul, il s'est spécialisé dans la... Je sais pas si tu connaissais le personnage. Jake Paul ? Non. Alors, c'est lui qui a la marque de boisson énergisante Prime. Okay. Parce que tu le vois partout sur les trucs de MMA, machin, comme ça. Et lui, maintenant, il est devenu boxeur professionnel, mais juste, il fait des combats contre des anciennes stars qui sont à la retraite. Voilà. Ah oui.
Donc là, tu vois, il va se taper contre un mec qui a quand même 65 ans. Ouais, mais j'ai hâte de voir. Mais il y en a plein qui pensent que Mike Tyson peut le défoncer. Moi, je pense, je sais pas. Mike Tyson, ça fait combien de temps qu'il s'est pas battu? Il a 65 ans, là. Donc la dernière fois, c'était à 40 piges. Max. Et Jake Paul dans le chat, il veut nous le dire. Jake Paul, il a combattu peut-être l'année dernière. Enfin, Jake Paul, il a 25 ans, 26. Ah, d'accord. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. Mike, il va lui mettre une patate, pas deux. Non, mais j'ai envie de croire, parce que j'aime pas Jake Paul, parce que je trouve que c'est un arriviste. Le mec, il a trouvé un créneau de juste se taper contre des retraités et il se prend pour un boxeur. Mais là, c'est qui les derniers retraités qu'il a tapés? Qui, ouais, dans le chat, dites-nous, je sais plus. Vraiment, parce que pour savoir, est-ce qu'il avait gagné, enfin... Ouais, mais on est bien d'accord, c'est juste une fraude. Mike a 58 ans, pardon, 58, et ça fait 20 ans qu'il ne boxe plus. D'accord, merci beaucoup. Non, Iron Max, c'est encore un monstre. C'est un kaiju. Bah, franchement, je veux croire que c'est encore un monstre. Ça va être quelque chose, mine de rien, d'un point de vue culturel et pop culturel, qui va faire parler. Ce match, ça fait longtemps qu'il le tease et tout. C'est sur Netflix. Je sais pas si ça va être un pay-per-view, d'ailleurs, si vous avez l'info, parce que je sais pas si on va devoir ajouter un abonnement supplémentaire, ou du moins payer pour avoir accès au match. Mais j'avoue que Mike Tyson, ça reste Tyson. On l'a connu. Non, mais j'ai hâte de voir, parce que moi, je crois que j'avais jamais regardé un combat de Tyson en live. En live, ouais, on a vu que les highlights, machin. Bah, en fait, pour mettre l'eau à la bouche, le 7 novembre, Netflix, ils vont foutre un compte à rebours Jake Paul versus Mike Tyson. C'est quoi? Bah, en fait, je pense que ça va être une espèce d'émission genre de preview de match, quoi, tu vois, où tu les vois, tu vois les trucs. Tu sais, RMC, ils font beaucoup ça. Ils font toujours un 45 minutes avant les gros combats. C'est un genre de docu. Ouais, voilà, c'est ça. Ils font toujours des docus. Bah, j'ai hâte de voir ça, par contre. Ouais, ça, par contre, ouais. On va pour voir si ça nous sauce. Ouais. Alors, Ken Pachi, merci Khalil. Il a affronté Woodley et Silva, qui sont tous les deux des combattants MMA et pas boxeur, et en plus déjà à la retraite. Ah d'accord, il a d'accord, donc il a affronté des gars du MMA en boxe anglaise. Ok. Et il a gagné. Et il a gagné, donc ouais. Ah ouais. Cachez vos oreilles. Why? Pourquoi, dis-nous. Quelqu'un va chanter. Sortez les briquets. Ça fait peur. Ouais, grave. Mais oui, il a gagné, ok, d'accord. Mais oui, bah, j'espère qu'il va gagner, Tyson, parce que ce serait trop triste de le voir perdre. Ça va gâcher le C'était une vanne, attends. J'ai pas la vanne, moi. Je l'ai pas non plus. J'avoue, j'ai pas la ref. Ah mince, c'est quoi? Pour la ref, à Luis Suarez. Mike a refusé. Ah oui, c'est vrai qu'il avait arraché l'oreille dans des... Mais oui, si, mais j'avais zappé à l'ancienne. Ah ouais, ils sont chauds, ils ont toutes les refs. Ah ouais, à l'ancienne. Ouais, il avait mordu l'oreille. Okay. Oui, bien sûr, il avait arraché un morceau d'oreille à un gars. Ah, j'avais pas vu ça. C'est... Enfin, peut-être que j'ai vu, mais j'avais oublié. C'est pas un wife beater, Tyson? Bonne question. Je crois qu'il a eu des sauces, hein, mais des sales sauces. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui... Il y a un docu qui va sortir sur Elvis Presley. Le retour du La King. chute et l'apogée. Alors, j'aimerais bien voir. Je pense que je vais regarder. J'ai pas réussi à finir le film. Ouais, moi j'arrive pas à m'y accroché. mettre. Alors que ma daronne a dit que c'était bien. C'est peut-être pour ça que c'est pas bien. Mais est-ce qu'ils vont parler justement de... Parce que lui, apparemment, il avait... Alors, je sais pas. Hein, problème de drogue? Soit problème... Non, oui, peut-être, mais aussi problème de... Non, je sais plus. Si c'est pas de la pédocriminalité ou autre chose. Ouais, bah, ou alors avec les femmes, je sais plus. Tu vois, qui n'a pas eu de truc... Quelqu'un va peut-être pouvoir nous le dire. Ouais. Mais ouais, donc du coup, à voir. Et après, il y a quoi d'autre? C'est tout. Après, sinon, dans les films au cinéma, il y a Gladiator qui sort. Ah ouais. Gladiator. Avec Denzel Washington. Ça et il y a Vaiana 2. Ah, ouais. C'est-à-dire que Jean-Luc Guizon, il va reprendre du service alors? Pourquoi il a joué dedans? Enfin, il a une voix. C'est lui la voix du baraque là. C'est vrai? Ouais. Arrête, je savais pas. Mais non. Ah, c'est trop bien. Attends, alors comment tu l'écris, Vaiana? Comme ça? V-A-I-N-A. Parce qu'en fait, en tahitien... Oh ben non, je sais pas si c'est du tahitien. On va lui ouvrir après. On lui ouvrira après, oui. Alors, voilà. Hop. Vaiana. Distribution, voix française. Jean-Luc Guizon, il fait le chef Tui. Ah ouais, ok. Non, il fait pas... Ouais, pas Maui. Ah, Maui, c'est Anthony Cavana. Ah bah oui, je me disais bien. Et c'est Dwayne Johnson qui fait Maui dans la version originale. Et pour la petite histoire, pour les fans de comédie musicale,
c'est Lin-Manuel Miranda qui fait les musiques. Oui, c'est vrai. L'auteur d'Hamilton. Voilà. Et il m'a fait plein d'autres. D'accord, c'est le chef tuitre. J'ai saucé pour rien. Bah si, je me disais un gros costaud, mais il y en a plusieurs en fait. Ouais. D'accord. On le voit pas beaucoup, lui, je crois. D'accord, ok. Bon, bah c'est cool. Peut-être qu'on le verra un peu plus sur le dos. Ouais, peut-être. Hein. En tout cas, c'est cool. Ouais. Donc, ouais, et franchement, Gladiator 2, il m'a mis une sauce aussi. Hein. Ouais, ça va. Enfin, vite fait quand même. Enfin, oui, mais je sais pas. Non, j'attends de voir. Moi, ça m'a mis une sauce parce que j'avais aimé Gladiator. Mais enfin, en tout cas, sur la bande-annonce, ça part un peu dans tous les sens. Ouais, mais ils ont essayé de se dire comment on peut surprendre. Tu vois. Ouais, donc voilà, j'attends de voir si je vais pas rester sur ma faim en mode ça aurait été peut-être mieux qu'il n'y ait pas de deux, tu vois. On verra. Parce que le premier, quand même. Non, le premier, c'était un truc de ouf. Et puis avec Russell Crowe, enfin, tu vois, là, du coup, ça change du tout au tout. Là, tu vois, il n'y avait plus le casting. Enfin, peut-être qu'on va retrouver certains membres du casting initial. Alors, je sais pas. Apparemment, ouais. Mais non, c'est vrai que. Après, ils avaient sorti une série sur Amazon aussi, la Those About to Die, qu'on avait regardé. Ah oui. Donc, oui, c'était bien, ça va. C'était pas trop mal, peut-être ça te met en bouche un peu, mais on va mais là, voir. c'est Gladiator. Gladiator, c'est quelque chose. Je voulais vous parler, moi, d'un truc que j'ai entendu là, au Qatar. Attends, regarde pas, tu triches. Ah, pardon, non, je lis pas. Si tu lis pas. Attends, je te mets t'as le droit de regarder uniquement là, les commentaires si tu veux. Ok. Au Qatar, je sais pas si vous avez vu, c'est BFM TV qui avait sorti ce documentaire. Il est incroyable. C'est un petit long format, ils appellent ça. C'est quand ils font un petit documentaire un peu plus long que les reportages qu'ils peuvent faire habituellement. Au Qatar, chaque famille a son stock d'aliments gratuit chaque année. Donc, tu as 100 kilos de farine, 100 kilos de sucre, 100 kilos de riz, un carton de lait, un carton d'huile. Ah ouais. Et ça, c'est à toutes les familles chaque année. Une fois par an. Ouais, t'as l'État qui t'envoie ça. Genre à la rentrée scolaire, septembre. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'équivalent de notre prime pour les rentrées scolaires. Ouais, c'est ça. Ensuite, concernant justement, tu parles de scolarité, d'éducation. Alors là, c'est un truc de ouf. Ils ont, en fait, c'est le gouvernement qui te paye tes études supérieures. Donc en gros, ils ont créé un truc qui s'appelle un campus qui s'appelle Education City. Ah ouais. Et ils font venir toutes les universités renommées de la Ivy League, machin. Il y a même HEC Paris qui a une antenne là-bas, machin. Là. Et t'as pas besoin de payer? Tu payes rien. Les pour étudiants ne payent rien. Pour tous les jeunes. Ah ouais. Pour tous les étudiants qataris, tu ne payes rien. C'est l'État qui paye tes études et il t'envoie partout dans le monde. Mais j'ai une question. Est-ce qu'au Qatar, c'est comme à Dubaï où tout est... Enfin, la vie est très chère, tout est très cher, tu payes pas de taxes, mais tu payes tout le reste, quoi. Non, je pense que là, parce qu'à Dubaï, tu payes les écoles. Oui, c'est vrai, ça par contre. Tu payes les écoles, tu payes ton logement, etc. Je finis là d'ailleurs là-dessus. Vas-y. Regarde ça. Une fois que tu as fini tes études, on te donne un terrain pour que tu puisses construire ta maison. Ah oui. On te donne un terrain. Et pendant tes études, tu as entre 600 et 1600 euros par mois pour les loisirs. Je me demande où est l'anguille sous la roche, là. Il y a un truc, c'est pas normal. Une fois que tu as fini tes études, on te donne un terrain pour construire ta maison, prêt à taux zéro ensuite sur 20 ans, sans condition de revenu. Peu importe ce que tu gagnes, ils te prêtent à taux zéro sur 20 ans pour pouvoir faire construire ta question. C'est ouf. L'anguille sous roche, ça s'appelle tout simplement la redistribution de la richesse que aucune démocratie n'arrive à faire. À savoir que eux, en fait, ils ont énormément de richesse et ils la redistribuent parce qu'en fait, ça leur revient. Et ils l'ont compris, tu vois. C'est le problème, quoi, tu vois. Parce qu'en France, on aurait pu faire la même chose. Peu importe ce que les gens vont dire. Et je pense que Dr H, il s'est tué à le dire à moult fois. En fait, quand t'as des gens qui sont multimilliardaires et qui sont pas imposés à hauteur de ce qu'ils devraient, et ben on peut pas mettre en place plein de choses comme ça, de prendre en charge l'éducation mais tout. Mais normalement, on devrait pouvoir le faire. Tu penses que leur système d'imposition, il fonctionne comme ça? Mais je crois qu'en fait, il n'y a même pas d'imposition. En plus, c'est ça le pire. C'est qu'en fait, ils misent sur le jus de cerveau. Ils misent sur l'éducation. Ils se disent que si on a des jeunes qui sont instruits dans les meilleures universités américaines, en fait, ça va nous revenir parce qu'ils vont monter leur boîte qatari, qui vont investir à gauche, à droite. Et en Algérie, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils financent, du coup, tout ça? Ils ont l'argent de quoi? Ils ont l'argent du pétrole, là-bas. C'est ça. Et puis maintenant, ils essayent de faire
comment on appelle ça, du soft power, quoi. C'est-à-dire de monter des boîtes comme beIN Sport, comme Al Jazeera, comme le rachat du PSG. Ils essayent de diversifier leur investissement. Franchement, c'est ouf. Hein. Alors après, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer forcément parce que c'est plus petit, etc. etc. Alors attends, qu'est-ce qu'on nous a raconté Le retour sur investissement est dans le fait que tes citoyens ne partent pas pour réussir et puissent jouer à égalité avec les plus puissants de ce monde. Ouais, c'est vrai. Déjà, ça, c'est ça. Quand tu te maries aussi, ils te donnent soit une maison, soit un terrain. Ouais, ça, j'ai dit. C'est juste ultra difficile d'avoir la nationalité. Donc, au final, ils ne sont pas beaucoup à se partager. Oui, c'est vrai que c'est vraiment pour ceux qui sont qataris. Ceux qui sont nés là-bas. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est surtout le gaz au Qatar. D'accord. Ah oui, beaucoup d'installations de liquéfaction. D'accord. C'est surtout le gaz. Ouais, bah, ça, c'est bon à savoir. Et Mimoma se disait, il y a les aides similaires en Algérie, pas autant, mais il y en a pas mal, donc je veux bien y croire. Ouais, non, c'est vrai, en Algérie aussi. En Algérie, ils donnent des logements et tout, et il faut savoir. Ouf. Et en Libye, à l'époque de Kadhafi, avant qu'il y ait la guerre à cause de BHL et de Sarkozy, eh ben, c'était pareil. Là-bas, ils payaient pas l'essence, je crois que c'est ça, et ils donnaient des appartements à ceux qui en avaient besoin. Il y avait personne dans la rue, dis-toi. Ouais, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et après, il faut avoir le recul, mais en Algérie, du coup, il y a ce recul-là. Pas d'impôt au Qatar et TVA classique de 5%. D'accord. Ouais, c'est difficilement comparable, le pétrodollar. En France, on n'a aucune ressource qui rapporte autant à l'État, si ce n'est l'impôt, je pense. Ouais, mais le problème, c'est que, encore une fois, comme je le dis, l'imposition, elle n'est pas équivalente pour tout le monde. Et en proportion, les gens qui sont les 0,01% les plus riches, ils payent moins d'impôts en proportion que la tranche la plus pauvre. Donc, en fait, là, il y a un problème. Et après, tu ajoutes à ça un truc un peu injuste. L'impôt le plus injuste, c'est la TVA à 20%. Enfin, la TVA tout court. Parce qu'en fait, la TVA, elle est la même pour tout le monde. Mais il y a plein d'impôts injustes en France. Hein. Non, mais tu te rends compte que, quand même, ouais, mais juste déjà de prendre l'impôt auquel on est confronté tous les jours, tu vois, quand on va acheter une baguette, machin. Grave, en fait, on paye 20% de taxes qu'on gagne 650 € par mois ou 1 million d'euros par mois. Ouais. Mais c'est pas normal, en fait, que on soit taxé de la même façon sur un produit qu'on va acheter parce que c'est pas juste, tu vois. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les impôts de succession. Tu sais, quand tu as acheté un bien et que si tu veux le transmettre à un membre de ta famille, tu dois payer une taxe. Quoi. Ouais, c'est clair. Faut aussi voir qui pratique l'esclavage et la guerre contre les peuples situés sur les zones d'extraction ou sur le tracé du fameux projet Néon. Ah bah ça, c'est fort probable, ça je vous le dis, quoi. Comme disait un humoriste dans un sketch en France, il y a pas de pétrole, mais il y a beaucoup de cerveau et de matière grise. A priori, à l'Élysée, ils ont commencé à forer. Mais ouais, c'est vrai qu'en France, en fait, nous, à défaut d'avoir des ressources naturelles, on aurait pu se dire, bon, ben voilà, on essaye de bien former notre jeunesse. Elle va créer des boîtes, elle va générer de l'argent. Ça, c'est un sujet, ça, par contre, le fait qu'effectivement, ils pratiquent l'esclavage. Est-ce que c'est un moyen de compenser, du coup, de la main-d'œuvre qu'ils ne financent pas, finalement, qu'ils ne payent pas, et donc, du coup, par le biais de l'esclavage. Je sais pas. Bonne question. Tu vois, mais effectivement, c'est des choses qui entrent en compte. Donc. Sur le papier, ça fait beau, mais qu'est-ce qui est derrière, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière. Faudrait vraiment comprendre comment fonctionne le système là-bas pour pouvoir dire si c'est bien ou pas, quoi. En fait, je pense qu'il n'y a aucun système qui est parfait, mais là où je salue, c'est quand en fait tu as un État qui est interventionniste, tu vois, c'est-à-dire que quand tu as un État qui prend sa responsabilité sur le bien-être des gens. C'est-à-dire qui décide. Moi, je trouve ça scandaleux qu'en France... C'est pas du bien-être de pratiquer de l'esclavage. Non, mais par contre, c'est du bien-être de se dire, vas-y, on va vous aider à oui, à mais si c'est au détriment d'une population, mais non, non. Mais je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit... C'est pas corrélé à ça. En fait, c'est quand ils ont voulu construire leur truc... tous les stades là, pour la Coupe du Monde au Qatar, ils ont fait appel à de la main-d'œuvre bon marché à gauche à droite dans des conditions horribles. Au même titre que la France, elle l'a fait pour les JO de Paris, où on s'est retrouvé à faire bosser des sans-papiers, etc. Alors que c'est censé être Paris, la France, les droits de l'homme ont cul sur la commode. Donc au final, tu vois, tu te rends compte que tous les pays, ils ont tous du mal à gérer avec la main-d'œuvre, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais oui, après, effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière l'esclavage, je sais pas c'est quoi. Non, mais alors, de là à dire que c'est parce que, tu vois, il y a eu... parce qu'il y a de la main-d'œuvre qui paye pas quand ils ont besoin de construire des trucs, c'est pour ça que derrière, ils peuvent rebasculer au peuple. Je suis pas sûr que, tu vois, le gain, il soit aussi important, parce que là, on parle quand même d'un truc qui coûte quand même énormément cher. Peut-être qu'ils pourraient faire un peu moins si ils employaient mieux et qu'ils payaient mieux les ouvriers, mais
Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense qu'ils génèrent tellement d'argent avec le gaz qu'ils se sont dit, nous, notre but, c'est que les gens, ils partent pas de chez nous. Mais en fait, pour moi, il y a deux notions, parce que effectivement, tu compares avec la France où on a employé des sans-papiers. Pour moi, ça, c'est du travail dissimulé. Mais il y a l'esclavage, et l'esclavage, c'est de la traite humaine. Non, mais c'est pas de l'esclavage. Regarde, voilà, ça, non, dépend. En fait, tu vois, c'est pas exactement ça. Ils font juste retarder leur paye pendant des mois, parfois ne pas payer certains mois, faire travailler des étrangers vu qu'ils n'ont aucun droit au Qatar. Et ils font ce qu'ils veulent. Après, comme dit Kevin, c'était surtout pour faire construire les bâtiments pour la Coupe du Monde. Surtout les Pakistanais en grande partie qui sont allés au Qatar pour le travail. En fait, ouais, c'est pareil au Brésil et à Sochi ou à Pékin, mais chut, où il y a toujours eu beaucoup de morts sur les... Mais c'est pas sur ça qu'ils se sont fait de l'oseille. Et là, c'était vraiment pour la construction des stades pour la Coupe du Monde au Qatar. Ouais, c'est pas ce qu'ils font, c'est pas monnaie courante. Mais en tout cas, oui, ils ont pas besoin de construire des trucs de ouf tous les ans, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis, encore une fois, je suis pas en train de dire, donc ça va, ils font comme les autres, même si oui, ils font exactement comme tous les autres pays, mais juste que comme c'est des Arabes... Comme je te dis, après, il y a la différence entre esclavage et travail dissimulé. Non, là, ils les payent, mais soit ils les payent mal, soit, comme tu dis, comme il le disait, dans des conditions un peu dures ou horribles ou machin, mais ça, et il y en a qui meurent sur le truc. Sur les JO aussi, on a des ouvriers qui sont morts et qui étaient en plus parfois en situation régulière et qui sont morts pendant la construction et les travaux liés aux JO de Paris. Et bizarrement, tu vois, la presse, elle l'a pas couvert comme elle a fait avec le Qatar. Sur le Qatar, en fait, parce que déjà c'est des Arabes, ils ont tout de suite pointé du doigt le côté esclave, machin et tout. Ça, c'est pareil, c'est une dialectique un peu, tu vois, occidentale de vouloir toujours jeter l'opprobre sur les pays orientaux. Alors qu'en fait, dans les pays occidentaux, ils font la même chose, mais c'est juste qu'ils le racontent pas pareil, tu vois. Ils vont tout de suite dire les termes esclavage, faut machin, savoir de quoi etc. il s'agit, tu vois, parce que non, ils payent les gens. Alors, au Qatar, c'est vraiment, ils payent dans des sales conditions. Mais au même titre que les pays occidentaux. Je regarderai, ça m'intrigue. Bah ouais, mais c'est vraiment ça. Parce que si c'est l'esclavage comme on l'entend et comme non, comme c'est pas la traite négrière, machin, non, pas du tout. Ou même si ça se rapproche de ça, même si c'est pas ça, mais que ça se rapproche de ça, pour moi, bah non, tu vois, c'est pas comparable. Et puis c'est non. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, j'ai discuté avec un plombier pakistanais quand je bossais en Irlande. Il me racontait qu'il avait bossé au Bahreïn et pour le même taf, un Espagnol était payé 4 000 € quand le Pakistanais était payé 500. Ouais, tu vois, c'est horrible. C'est horrible, mais en gros, ouais. Et c'est juste qu'il les paye moins. Non, mais après, c'est horrible. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas sur ça que le pays il a fait sa force économique, parce que ce serait pas assez, en fait. Sauf s'ils avaient construit de la muraille de Chine, tu vois. Ouais. Mais non, mais après, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une volonté. En tout cas, sur le papier, oui, c'est vrai que c'est beau ce qu'ils font, mais il faut juste voir comment c'est monté, ce qu'il y a derrière, etc. Tu vois, c'est comme au départ, tout le monde disait oui, Dubaï c'est trop bien parce qu'il n'y a pas de taxes, etc. Aujourd'hui, avec le recul, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de Français qui étaient partis vivre là-bas, qui reviennent parce que finalement, certes, tu ne payes pas de taxes, mais par contre, tout le reste est cher. La vie là-bas, tout est cher. L'école, enfin bref, tout. Tu payes pour tout le reste. Et donc, du coup, c'est un petit peu l'arnaque, tu vois. Donc, maintenant, avec le recul, on s'en rend compte. Et finalement, c'est pas le bon deal que de partir vivre à Dubaï pour ces raisons-là. Donc, c'est pour ça que oui, ça a l'air bien comme ça, mais faut voir, tu vois. Faut voir ce qu'il y a derrière, tu vois. En fait... Et si ça se trouve, comme tu as dit, c'est vraiment l'argent du gaz qui est reversé pour permettre de financer toutes ces choses-là. Mais ils gagnent énormément d'argent et ils sont pas beaucoup. Donc, et ils se disent comment on fait pour exister alors qu'on est petit par rapport au monde qui nous entoure, et comment on fait pour s'assurer que les gens, comme on n'est pas beaucoup, que les gens ne partent pas, tu vois. Ouais. Et la stratégie, en fait, elle est intéressante, c'est de se dire, on va khalas comme il se doit pour conserver nos talents. Et ça, c'est quelque chose que la France a totalement arrêté de faire, tu vois. D'investir sur nos jeunes, les talents. C'est ça. Ils aiment bien dire genre nous regardez la fac et tout, c'est gratuit et tout. Mais c'est pas vrai, déjà c'est pas gratuit, mais et puis dans quelles conditions. Ça dépend. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as des frais d'inscription qui peuvent être faibles, mais ça peut être plus ou moins élevé. Moi je sais que c'était genre 200 ou 300 €, mais si je suis étudiant et que mes parents ils gèrent pas, c'est 200 ou 300 € à trouver quand même pour ton année, tu vois. Et puis après, il faut trouver ton logement étudiant. Et on dit que t'as les APL, les machins, mon cul, mais c'est ultra compliqué de... Parce qu'en fait, s'il y a bien un moment où tu dois être assisté
pendant ta life, c'est au moment où tu fais des études. Normalement, tu dois être focus sur tes études pour devenir le meilleur dans ton domaine et pour pouvoir ensuite sortir, ensuite des masterclass, tu vois, pour pouvoir ensuite développer des trucs, être bon dans tes compétences. Enfin, t'as pas le temps de t'occuper de travailler, de savoir comment finir tes fins de mois, de manger, et en plus de ça, de faire des études qui sont prenantes. Surtout si tu dois être dans des bails où t'apprends à opérer des cœurs humains ou je sais pas quoi, tu vois, ou peu importe en vrai. Et donc, c'est là où je trouve que l'État français, il a un peu... tu vois, par exemple, Sophia, donc Sophia, c'est une amie à moi, elle avait fait des études de médecine et après, elle s'était orientée en pharma. Et genre, les profs, ils avaient dit je sais qu'il y en a qui travaillent à côté. Donc, elle en faisait partie parce que ses parents, ses parents ne l'aident pas. Et il disait, donc nous, là, pour l'année prochaine, on va augmenter les heures de cours pour pas que vous travailliez à côté parce qu'on veut que vous soyez concentrés sur le truc. Et donc, elle dit, elle dit, c'est cool pour tous les gars de mon amphi et toutes les nanas dont les parents sont là et qui payent tout. Mais moi, je fais quoi? C'est moi qui dois payer mon loyer, c'est moi qui dois trouver mon oseille partout, etc. Donc en fait, ça, c'est n'importe quoi. En fait, ces mauvais arbitrages-là, en fait, ils arriveraient pas si tu vois quand t'es étudiant. Tu sais que l'État, il te dit, bon, tiens, t'as tant d'euros pour ci, t'as tant d'euros pour ça, te préoccupe pas du reste, juste toi, tu travailles et tu fais ce que t'as à faire, t'apprends et tu vas devenir, et t'es l'avenir, quoi, de toute façon, donc on te choisit, tu vois. Et en fait, en France, on a totalement lâché ce truc-là, limite, maintenant, c'est devenu normal de se dire, de toute façon, quand t'es étudiant, il faut que tu te démerdes et que tu fasses comme tu peux, et si t'as pas tes parents, bah, tant pis, hein, tu vas apprendre la vie dure. Et c'est dommage que, du coup, ça accentue le fait qu'on part pas avec le même capital, tu vois. Oui. Après, c'est vrai que tu disais que si on doit concentrer des efforts financiers à un moment donné dans une vie, c'est forcément sur les étudiants pendant la période étudiante. Je sais pas, je pense que c'est plus large quand même. C'est peut-être tous les jeunes qui entrent ou qui sont en phase de soit d'entrer dans la vie active ou en tout cas de chercher une voie, tu vois. C'est plus ça parce que tout le monde n'est pas fait pour les études, tout le monde n'a pas envie de faire des études et ça se résume pas qu'à ça. Donc de créer sa voie d'avenir, tu vois. T'as des personnes qui veulent monter leur entreprise directement, qui veulent se former mais différemment, en travaillant, tu vois, enfin, ou en faisant autre chose. Donc, et par contre, moi, ce que j'ai remarqué dans mon parcours, c'est que si tu sors du système scolaire, à un moment donné, t'as plus rien qui t'accompagne en fait. Donc t'es seul, quoi. T'as plus rien. Et là, on retombe justement sur le truc que Hamza disait et que la gauche voulait mettre en place quand Benoît Hamon voulait mettre en place, c'est le revenu universel. T'as un revenu universel à partir de tes 18 piges tous les mois, ou même avant. Hein. Tous les mois, tu sais que t'as 700 € qui tombent. Pour les gens dans la situation dont tu parles ou dans laquelle tu as été toi aussi, en fait, c'est un game changer. Ouais. C'est-à-dire que tu peux arrêter, ça, ce serait bien. Tu peux arrêter les études parce qu'en fait, tu sais que c'est pas ça ton salut. En fait, ton salut, c'est dans le travail, mais tu as besoin de trouver ta voie et tu as besoin d'être accompagné sur les premiers mois. C'est normal parce que comment tu fais pour trouver un appartement si tu n'as pas de boulot? Comment tu fais pour trouver un boulot si tu n'as pas de référence? Parfois, ça peut prendre du temps. Exactement. Donc, en fait, tu es obligé de mener ton combat comme ça. Ou alors tu vois, moi, je me rappelle quand du coup j'étais dans cette période-là, je cherchais un logement et j'en trouvais pas parce que alors il y avait beaucoup de logements qui étaient réservés pour les étudiants justement. Et en fait, du coup tu as ce truc de on est en concurrence et c'est pas bon parce qu'on est tous jeunes, on est tous des jeunes à un moment donné, on cherche tous notre voie, on cherche tous à réussir, etc. Mais du coup, les aides, elles sont pas forcément bien réparties, tu vois. Même si je dis pas qu'il y a assez d'aides pour les étudiants, il y en a pas assez, mais il y en a pas. Il y a pour d'autres jeunes qui ne sont pas étudiants, il y a rien du tout, tu vois. Ouais, mais c'est dingue. Et quand tu vois, regarde, tu vois dans le chat. T'as Thierry Pignon qui dit Benoît Hamon voulait le revenu universel pendant que Macron souhaite faire travailler les gens au RSA. Pareil, tu vois, parce que pour eux la connotation c'est de se dire le RSA c'est un revenu de confort pour les gens qui veulent pas taffer, alors que potentiellement tu vois dans le cas que tu expliques et qui a été le tien à l'époque, c'est le truc qui peut entre guillemets te permettre de te sauver le temps que tu puisses rentrer dans la vie active, trouver le boulot qu'il faut, avoir tes 2-3 salaires avant de pouvoir ensuite commencer à prétendre à des à tout simplement à pouvoir postuler pour avoir candidater pour avoir un appartement, parce qu'il faut souvent un antécédent, il faut trois fiches de paie, alors les garants j'en parle pas, etc. Mais bon, ça ils ont mis des trucs en place, un truc qui se substitue aux garants, je sais plus comment ça s'appelle. Mais et ça je pense que ça date pas de c'est assez récent.
Mais ouais, donc en gros, tout ça pour dire que l'exemple du Qatar me montre, et du Qatar, de l'Algérie, de la Libye à l'époque, etc., que en fait, il y a des choses à prendre et que l'État, en fait, pour moi, son but, c'est vraiment de soulager les gens. C'est pas de... Par exemple, moi, je comprends pas qu'il y ait des associations qui fassent des maraudes pour donner de la bouffe ou des vêtements à des gens dans la rue. Ouais, des sans-abri. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, pour moi, si y a des gens qui bénévolement font ça, c'est que l'État, quelque part, elle a pas fait son boulot. Oui, bien sûr. Tu vois, non, je n'étais pas en train de dire il faudrait pas les aider. Non, mais justement, je voulais comprendre. Non, c'est que normalement, ça devrait être des ambulances ou des camions de l'État avec qu'on fasse des maraudes, ok, mais en fait, c'est l'État qui encadre. C'est l'État qui paye des gens qui sont des fonctionnaires, etc., qui vont dans la rue, qui vont faire des collectes de vêtements, machin, si besoin, parce que plutôt que de jeter, autant les récupérer, de bouffe et tout, mais que ça devrait être organisé par l'État, en fait. Tout. Oui, alors que tout... tu vois, la réglementation pour tout ce qui est les invendus en termes de nourriture dans les supermarchés, qui est la règle qui est de tout jeter, tu vois, même si les produits sont encore bons et que potentiellement, tu as des gens dans la rue qui aimeraient pouvoir avoir accès à cette nourriture qu'on jette. Mais je crois qu'il y a eu un amendement qui a été déposé. Ah oui, ouais, il y a par arrache dérembage, c'est un oui, parce que ce qu'ils faisaient les directions de supermarché, c'est que vu que les sans-abri allaient se servir dans les poubelles, ils mettaient même de la javel dessus. Je crois qu'ils faisaient des trucs comme ça. Ça, j'ai jamais trop grave. En fait, que tu dises... Pour moi, ça, c'est clairement là, c'est une atteinte à la dignité humaine. Non, mais c'est clair. Quand tu te dis, ok, faut pas donner à des SDF de la bouffe. Ok, faut pas donner. Mais que carrément tu te dises, il faut pourrir la bouffe pour être sûr qu'il la bouffe pas. Il faut que la bouffe qui était encore, qui était pas périmée, qui était encore comestible, on la rende dégueulasse pour être sûr que personne ne la mange. Mais pour moi, c'est les tréfonds de l'âme humaine, en fait. Comment toi, tu peux être là avec ton truc de javel. Mais surtout toi, en tant que directeur de Lidl, c'est quoi Après, oui, parce que tu as une responsabilité, en fait, en tant que directeur d'un supermarché. Tu as cette responsabilité que si quelqu'un a mangé de ta bouffe avariée, bah, du coup, et qu'elle tombe malade, la responsabilité, elle tombe sur toi, en fait. Donc, effectivement, là-dessus... Mais mettre de la javel dessus, c'est encore pire, parce que quand t'as faim, quand t'as vraiment faim, c'est pas ça qui peut te retenir forcément. Non, c'est clair. Mais oui, on confirme ce que tu dis sur le fait que la javel, c'est pour éviter les plaintes pour intox alimentaire. Mais bon, c'est scandaleux quand même de faire cette pratique. Et Alexis me dit, si l'État devait se charger des SDF, tu penses pas qu'il devrait leur trouver un logement et leur fournir de l'argent pour pouvoir s'acheter le minimum plutôt que de remplacer des associations qui ne font que pallier le manque de l'État? Bah oui, évidemment. Surtout vu le nombre de logements vides. Ouais, voilà, vu le nombre de logements vacants, évidemment, quand j'expliquais ça, c'était dans le sens, ça devrait pas être à des bénévoles de le faire sur leur temps libre, alors que les gars taffent à côté, etc. Machin. Oui, enfin, tu veux dire que si des bénévoles le font sur leur temps libre, c'est que c'est un manquement de l'État. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est que ça veut dire que l'État a merdé quelque part. Et si, effectivement, je vais dans ton sens, on remonte, on déroule le fil, tout part de, oui, effectivement, pas de relogement, machin, alors qu'il y a des habitations vacantes. Bien sûr. Non, mais c'est important, tu vois. Bon, voilà, donc, je voulais juste parler de ça. On a fait une petite parenthèse sociétale. Oui. Parce que parce que c'est vrai que quand tu vois comment c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe dans d'autres pays et de s'imaginer qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Imaginer un monde meilleur. Ouais, après je pense que j'arrive pas à me dire qu'il y aura il y a un pays dans lequel tout le monde peut être heureux, quoi, tu vois. Je pense que dans tous les pays il y a des à l'île Maurice, ils ont l'air pas trop mal, hein. Mais par contre, voilà, parce que chacun trouve son compte selon sa situation, quoi. Ouais, et puis les salaires là-bas sont pas fous, quoi. C'est le roupie, etc. Donc si t'es expatrié, oui, mais sinon c'est pas la même. Je suis sûr que tu vois, regarde les bons élèves, la Finlande, Norvège, Suède, ils sont toujours bons élèves dans tout, en général dans les classements, meilleures conditions de vie, machin. Et je suis sûr que même là-bas, tu vois, on a vu, il y a des problèmes de racisme, il y a des problèmes. En Suisse, apparemment, c'est l'un des pays où il fait bon vivre, où il fait mieux vivre. Mais j'ai beaucoup de potes qui sont partis vivre en Suisse et
Ils ont l'air de kiffer. Après, ça reste une vie qui est assez chère, mais quand tu as un bon travail, je crois parce que les salaires là-bas, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que tu as beaucoup de frontaliers d'ailleurs. J'ai un couple d'amis, j'ai un couple d'amis, c'est des amis de Jennifer surtout, ma grande sœur. Et genre, j'avais joué à Lausanne, c'était une dizaine d'années, ils étaient venus me voir. Ils me disaient que franchement, ils kiffent trop la vie en Suisse, machin, mais par exemple, la crèche pour leurs gamins, là, c'était 2000 € par mois. Hein. Ah oui. Donc, il me disait, on a des gros salaires, mais en fait, pareil, ta mutuelle, tu lâches un bon billet. Mais il me disait, en gros, bon, on a des bons salaires, mais de toute façon, la vie, elle est chère. Non, mais c'est pour ça que le meilleur deal, c'est d'habiter en France, à la frontière, et de travailler en Suisse, quoi. Mais bon. Oui, alors après, mais ouais, voilà, pareil, j'ai d'autres potes, c'est ce qu'ils font. Ils vont faire leurs courses en France. Parce qu'apparemment, c'est moins cher qu'en Suisse sur certains produits et tout, machin. Bon, après ça, faut faire attention parce que à Skip, on peut si jamais la douane, elle décidait de te poser des questions de pourquoi t'es parti, machin, si elle t'arrête. Hein. Mais bon, non, mais le mieux, c'est d'habiter en France, à la frontière. Ouais, mais ça, je crois qu'ils font grave attention. Oui, par contre, c'est. Enfin, de toute façon. Ils essayent de faire en sorte que ça n'arrive pas trop parce qu'ils n'aiment pas trop ça, les Suisses. C'est très regardé. La vie est chère, mais tu as les moyens. Voilà, Sabrina, elle dit ça. Ouais, c'est vrai. Vie chère avec pays cohérent. Afid a dit elle a vécu en Suisse. Avec pays cohérent, pardon. Oui. Ouais, pendant un an, et c'était la meilleure période de sa vie. Ouais, non, mais... c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent Suisse. Et tu sais que là-bas, et puis c'est beau. On m'avait dit que les amendes... tu sais, là-bas, ils n'ont pas de retrait de points, je crois, quand tu as des amendes, des trucs comme ça, de vitesse et tout. Okay. En revanche, les amendes, elles sont indexées sur ton revenu, apparemment. Ah oui. En fait... Comment ça ? Bah, c'est selon ton revenu, si tu gagnes beaucoup d'argent, l'amende elle sera plus élevée que si tu en gagnes moins. C'est vrai ? Ah oui, ça c'est bien. Je trouve ça stylé parce que du coup, ça veut dire que les amendes sont proportionnelles. Ah bah voilà, on confirme, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, ça c'est vraiment important. Alors ça, je trouve ça. Parce que vraiment en France, ça peut ruiner quelqu'un. Hein. Enfin, ça va trop vite. Et surtout, si tu payes pas ton amende dans les temps, elle gonfle. La majoration, elle est incroyable, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est plus par rapport aux gens qui ont beaucoup d'argent et qui se disent « Oh, c'est rien, c'est 130 €. » Oui, aussi, bien sûr. Bah, du coup, en fait, là, d'un coup, c'est « Ah, c'est rien. Ah, bah non, merde, c'est 1300 €. Bah, c'est plus pareil, tu vois. » Non, mais vraiment, ça évite les prises de confiance. Tu vois, les amendes à 180 €, là, pour... je sais pas... Ah, putain, j'ai roulé à 72 au lieu de 70, j'ai payé 280 €. C'est vraiment abusé. Mais c'est pour ça, non, mais c'est ouf. C'est incroyable. Mais en fait, il y a aussi les contrôles de permis à partir d'un certain âge avec des examens. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien ça. De quoi, pardon, je n'ai pas suivi. Les contrôles au permis à partir d'un certain âge avec des examens. Ah oui, ça c'est trop ultra important. Tellement. Parce qu'en France, nous, on ne l'a pas. Et les vieux, souvent, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à conduire quand ils sont en train de conduire. Ils disent ah c'est chelou, je vois tout noir, machin. Tu dis ah merde, alors que tu vois, si tu fais des contrôles réguliers, tu peux anticiper ce genre de choses, quoi. 500 francs suisses si tu ne laisses pas un piéton traverser. Ah oui, alors ça c'est un truc de ouf en Suisse. Ça j'ai kiffé. Quand tu poses le pied au sol, tout le monde s'arrête. T'as l'impression d'être Moïse, genre le truc, tu vois, tu fends la mer en deux. Tout le monde s'arrête. Ah c'est bien, hein. Non c'est bien ça aussi. Et ils ont un tu vois, c'est peut-être sur la Suisse qu'il faut prendre exemple au final. Je crois qu'on va bouger en Suisse. Hein. Ça va bouger en Suisse. Hein. Non, il fait meilleur à Maurice quand même. Mais il fait meilleur à Maurice quand même. Ouais. et c'est plus chill. Et ils sont chill. Ouais, parce que là-bas, en Suisse aussi, c'est des poucaves. Hein. Ah ouais ? Ouais, tu sais, Attends, écoute ça. Cette histoire, elle est dingue. Il y a des sacs poubelles d'une certaine couleur à avoir, genre gris clair ou noir, selon si c'est plastique ou machin. Si tu te trompes de sac poubelle, tu te fais balancer et t'as une amende. Ah oui. Moi, j'ai une... Ah, genre tes voisins, c'est tous ces poucaves. Ouais, parce qu'en fait, ils ont un numéro de téléphone, ils peuvent communiquer direct avec la police. Je crois qu'ils envoient... Ils prennent une photo comme à Dubaï. C'est abusé. Et ouais, non, moi, j'ai ma pote qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, moi, je me suis fait... genre remonter les bretelles parce que j'avais mis un sac poubelle gris clair au lieu de mettre le gris foncé. Après, ils ont raison. Mais... Ouais, non, mais en fait, quand on est français, on n'est pas habitué à être cliqué sur des détails, tu vois. C'est strict, hein, quand même. Ah ouais, j'avoue. Ça, c'est grave drôle. Alors, tes voisins, ils sont pas du tout friendly, quoi. C'est chacun pour sa pomme. Ouais, mais à Dubaï, ils sont pareils. Hein. À Dubaï, si tu constates une infraction, tu la filmes, tu l'envoies à la police. Et la police, après... dans la journée, elle contacte la personne en question pour lui demander des comptes. Hein. Ils sont très... Wow, ça, c'est le seul... la loi qui interdit la dénonciation en Suisse, ils connaissent pas. Hein. Ah ouais, non, ça, c'est clair. La Suisse a un petit passé dans la délation. Ouais, bah oui.
C'est ça, on va dire que c'est une tradition nationale. Mais donc voilà, écoutez, ma foi, on fera la liste des pays dans lesquels la collaboration, c'est leur bail, dans lesquels on a envie de vivre. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter Moi, non. Et toi? Non, moi j'ai épuisé aussi l'ordre du jour. T'avais pas un sujet que tu voulais aborder? Non, oui, ouais, non, finalement. Non. Ok. Voilà. Ça marche. Et là, les gens disent c'était quoi machin. Mais non, parce que je me suis dit, j'avais pas de. Comme j'en avais parlé avec toi. En fait, à la base, je voulais parler d'OnlyFans et d'une nana qui avait. Du coup, t'en parles. Hein. Je vais devoir dire ce que je pense aussi. Oui, voilà, mais parce qu'en fait, elle m'a parlé de quelque chose que je ne savais pas, Gaëlle. Et j'avais pas grand chose à rajouter après. Mais par contre, je suis tombé sur une analyse d'un de mes potes à moi qui s'appelle L'Écrivain sur cette vidéo-là. En gros, OnlyFans, il y a une nana qui a fait 67 millions de dollars en 3 ans. Et là, elle a décidé de prendre sa retraite. Et donc, en fait, ça, c'était un sujet auquel on parlait avec des potes. Et on se disait, putain, il y a vraiment que des mecs pour pouvoir dépenser de l'argent pour avoir des photos de femmes à Walp. Et parce que l'inverse, on le connaît pas. Ouais. Les nanas qui payent pour... Oui, parce que, du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour moi, je pense que c'est pas un besoin chez la femme que de voir des mecs à poil. Enfin, tu vois... Je sais pas si on peut essentialiser, mais non, mais y a de tout, tu vois. Beaucoup moins, oui, bien sûr. Mais de façon générale, je pense beaucoup moins que pour un homme, en fait. Ouais, franchement, tu sais quoi, je sais pas, parce que honnêtement, par exemple, j'étais tombé sur des études qui disaient que, contrairement aux idées reçues où on pensait que c'était les hommes qui avaient toujours plus envie de relations sexuelles que les femmes, en fait, l'étude, elle a montré que à minima, c'était 50-50, voire plus pour les femmes que les hommes. Donc, tu vois, j'étais étonné, tu vois, parce qu'en fait, nous, on a toujours, depuis qu'on est petit, dans les séries télé et tout, c'est toujours le mari qui est là, allez, s'il te plaît, non, je t'ai déjà dit, pas aujourd'hui, je suis fatigué. Et en fait, on a toujours l'image de l'homme qui est toujours insistant dans le couple parce qu'il veut toujours ken, etc. Et la femme qui recale et tout. Et forcé de constater que ça, c'est vraiment un schéma qu'on avait, patriarcal, que les gars ont instauré dans le storytelling des séries, des films et tout. Et puis maintenant qu'on est plus dans l'observation, les études, elles montraient que c'était pas le cas dans les faits, tu vois. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a une part de femmes, mais je pense que le côté perversion est quand même plus présent, j'ai l'impression, moi, chez les hommes. Après, j'ai pas d'analyse, d'études là-dessus, mais moi, pour rebondir du coup sur OnlyFans et ceux dont je te parlais tout à l'heure, ce qui me dégoûte le plus sur ces plateformes-là, c'est que il y a une population de mineurs qui est très présente sur ces plateformes. Donc, les jeunes filles ou les jeunes hommes, je sais pas, en tout cas, qui vendent des images t'as 30 à 40% de mineurs sur ces plateformes-là. Et donc, quand tu sais que, effectivement... Et en face, tu as des hommes, donc je vais vraiment parler parce que j'ai l'impression que c'est plus des hommes qui consomment sur OnlyFans. OnlyFans, ça pourrait s'appeler comme ça, limite. Tu as des hommes en face de 30, 40, 60 ans qui vont aller mater des petites jeunettes qui sont mineures, qui ont 16 ans, voire 14 ans, parce que pour les mineurs, c'est de l'argent facile. Et même si sur le papier, OnlyFans déclare que non, mais c'est interdit au moins de 18, etc., et qu'il y a une procédure, et non, c'est des systèmes qui sont très facilement déjouables, et donc il y a effectivement entre 30 et 40% de mineurs sur ces plateformes. Énorme. Donc moi je trouve que ça c'est un vrai sujet, parce qu'au final, est-ce qu'on n'a pas là une plateforme qui en tout cas encourage la pédocriminalité, tu vois? Bien sûr que si, tu vois. Donc et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus qu'il n'y ait rien, et je pense peut-être qu'un jour ça va évoluer, et j'espère que du coup on pourra cadrer ces choses-là, et je sais pas, tu vois, mais moi c'est vraiment le truc qui me dégoûte, c'est sur ces plateformes, tu vois. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'avait choqué, c'était d'apprendre qu'il y avait des gens, notamment un gars de la télé-réalité, Dylan Thierry, c'est ça, qui gérait des comptes OnlyFans. Donc il était manager de comptes de nana, et en fait c'est du proxénétisme, en fait, exactement. Donc et il y a des gars qui font ça, qui sont gestionnaires, managers, mais c'est des pimps, tu vois. Ouais. OnlyFans a créé un microcosme
microcosme de plein de Epstein. Mais oui, mais c'est vraiment ça en fait. Et derrière, tu as des hommes qui se cachent, qui par contre vont aller critiquer d'autres hommes qui sont sortis avec des mineurs, etc. Enfin, c'est trop facile. Mais eux, dans leur consommation quotidienne, c'est ce qu'ils font en fait. Ils vont aller demander des photos à des petites jeunes. Et en plus, j'ai déjà vu des photos circuler en provenance de ce type de plateforme. Et on le voit très bien en fait quand c'est des petites jeunes. Enfin, franchement, c'est dégueulasse. Ça me choque. Bref. Ah voilà. oui, putain. Ouais, et il y a un cran au-dessus. C'est les mecs qui font des fake profils OnlyFans via l'IA. Ouais. Et en fait, j'avais vu ça. Ils avaient dit que les gars, ils avaient développé des IA pour répondre aux DM. Donc en fait, les mecs, ils sont là, ils pensent parler avec la nana. Alors qu'en fait, c'est une IA qui retient les prénoms, machin, puis qui va générer une conversation et qui peut même générer des notes vocales. Ah, d'accord. Et donc derrière, c'est quoi potentiellement un homme qui. C'est personne. Ouais, c'est un qui gars. Ensuite, qui récolte les fonds. Ouais, c'est une société ou un gars ou plusieurs qui ont créé plein de comptes. Ouais, non, mais... Ils les lancent et en fait, comme avec l'IA aujourd'hui, tu peux de plus en plus faire de choses. Et les gars, mais après, ça, j'ai déjà vu sur Instagram. Des comptes où il y a écrit créé par une IA qui ont 120 ou 140K. Ouais. Et genre, c'est écrit que c'est créé par une IA et tu comprends pas pourquoi il y a autant de followers. Je sais pas, écoute, ça c'est le côté peut-être, tu sais, du gaming. Derrière qui a plusieurs comptes. Putain, si ça avait été le cas, je peux te dire qu'on aurait un putain de studio de tournage et des caméras dernier cri. Vous aviez donné une info, le minot qui s'est suicidé à cause d'une IA. Ouais, parce que l'IA, elle avait... En fait, on avait creusé un peu plus. L'IA, quand il a dit « Je crois que je vais me suicider, mais je sais pas si j'en suis capable », l'IA lui a répondu « Je pense que tu es capable de tout. » Capable de tout. Ouais, un truc comme ça. Mais j'ai pas encore bien creusé cette histoire, mais oui, je pense que l'IA, elle était mal paramétrée parce que sans doute qu'elle était dans une programmation où si la personne te montre du découragement, toi, tu l'encourages. Mais il y a un contexte à prendre en compte et c'est pas. Oui, ça se trouve, elle a pas capté le truc. Elle s'est juste dit non, il faut que je soutienne quoi qu'il. Et non, c'est fascinant et ça fait penser au film Her. Apparemment, tout le monde dit ça et je l'ai pas vu. Faut qu'on le voit. Bah, vas-y, peut-être ce soir. Ouais, vas-y. Allez, on vous laisse alors. On aime trop regarder des films. Ouais, grave. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Ça fait plaisir de passer ce petit dimanche avec vous. On vous souhaite une très bonne fin de semaine et un bon début de semaine aussi. Et puis on se dit à dimanche. Ouais, à dimanche prochain. Très bonne semaine. Ciao, ciao. Bisous.